va commencer. Bon, donc, je vais commencer par prendre la parole. Euh, donc, vous avez bien remarqué que aujourd'hui, nous avons deux conférenciers qui étaient deux parmi les conférenciers qui devaient faire cette journée du 16 juin que nous avons dû remettre. Donc, je remercie ici Philippe Rocher et Patrick Bonne. Et je vais vous les présenter tout de même un petit peu. Donc, Philippe Rocher, vous le connaissez, il est maître de conférence à la faculté de Lille. Et puis, il a fait un exercice privé. Maintenant, je pense qu'il est exclusivement voué à faire de la formation. Et quant à Patrick Bonne, eh bien, écoutez, c'est un confrère qui est en charge d'un DU à la faculté de Bordeaux, en charge d'un DU de management en qualité dans les cabinets dentaires. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a affaire à deux conférenciers qui sont vraiment ciblés par rapport au domaine dont on parle, à savoir la conception et l'organisation d'un cabinet. Et on leur a demandé aujourd'hui de venir plutôt évoquer, à l'occasion de cette reprise d'activité après ce long confinement et avec toute cette nouvelle charge que vous avez à avoir à assumer dans votre exercice et l'augmentation du niveau de sécurité et de stérilité et d'asepsie que vous devez maintenir dans votre cabinet, essayer de voir, de faire le point après un petit retour d'expérience que chacun d'entre vous aura eu et également probablement de nombreux éléments que pourront vous apporter tout à la fois Philippe et Patrick. Ils ont l'habitude de parler ensemble, donc je suis assez tranquille quant à la complémentarité de leur... Voilà, je laisse la parole à Romain qui va vous parler un petit peu de la façon dont nous allons reprendre notre activité avec l'ASP. Merci beaucoup, Marc, pour la présentation de nos deux conférenciers du jour. Je voulais, avec la SOP, on voulait juste faire un petit peu le point avec vous sur les reports, sur l'année prochaine, et vous rappeler qu'on a tout un cycle. Hop, donc normalement, tac, si je me mets, hop, voilà. Donc sur nos journées, sur nos cycles. Hop. Ah, je crois que je suis en mode présentateur, ce qui n'est pas bon. Attendez. Hop. Voilà, je pense que là, c'est mieux. Très bien. Donc, tout d'abord, pendant la SOP, pendant le confinement, vous a accompagné avec 6 webinaires différents et il y a eu un succès qui a été assez important parce qu'il y a à peu près 5000 vues en moyenne sur les replays Facebook derrière pour chacun des webinaires. La lettre au président de la République, qui est la pétition, a regroupé presque 5300 signatures et on a eu de nombreuses réactions très positives sur nos actions et sur ce qu'on a pu faire. Et enfin, le guide pratique, le Vademecum, qui a lui aussi rencontré un succès. Et donc, on vous remercie. Toute la SOP, tous les groupes de travail qui sont mis en place pendant ce confinement ont fait en sorte de vous accompagner. On vous remercie de la confiance que vous avez su nous apporter pendant cette période. On a eu un certain nombre de reports, mais la prochaine journée, ça va être le 8 octobre prochain sur les céramiques. Une équipe autour de Jacques Dejoux, Pierre Laillan, Charles Toledano, Louis Toussaint et Sébastien Miliasso qui vont nous parler des céramiques dans tous les sens. Donc, c'est la prochaine journée en 2020. On a aussi un voyage congrès en Afrique du Sud, fin octobre. Safari et conférences dans un programme assez exceptionnel. N'hésitez pas. Donc, pour le moment, il est maintenu. On verra bien et on espère que les situations sanitaires dans le monde nous permettront d'y aller. Mais les dernières infos étaient que pour le moment, en tout cas, on prévoyait de pouvoir aller. Ça peut être un bon moyen, si vous avez travaillé tout l'été, de passer peut-être des vacances d'octobre et des conférences dans un cadre assez sympathique. Ensuite, la SOP, comme chaque année, a une séance à l'ADF. Et c'est Alix de Victor et Thomas Belli qui nous parleront des restaurations esthétiques antérieures et quelles sont les nouveautés dans ce secteur. Donc ça sera le 26 novembre 2020. En 2021, donc premier report, c'était la journée qui aurait dû avoir lieu au mois de mars et qui aura lieu le 14 janvier 2021, donc autour de l'incisive centrale
quelle restauration, quelle esthétique, comment prendre en charge les anomalies de structure, les traumatismes, les facettes, à quel moment est-ce qu'il faut faire un éclaircissement, à quel moment il faut utiliser de l'icône. Et on a une équipe qui a déjà travaillé, tout est à peu près prêt pour que le 14 janvier, ça soit une journée assez exceptionnelle. Autre journée reportée et qui certainement sera aussi exceptionnelle parce qu'on a la chance ce soir d'avoir deux des conférenciers présents avec nous, donc Philippe Rocher et Patrick Bonne. C'est donc la journée qui aurait dû avoir lieu la semaine prochaine et qui nous font l'honneur ce soir de nous faire une avant-première de cette journée, mais surtout voilà, des conseils liés à la crise. Mais l'année prochaine, on les retrouvera en mars sur un programme beaucoup plus complet et surtout en, encadré de Madame Marilyn, mais j'ai enlevé son nom de famille. Michel. C'est Michel, ça. Ouais. Et donc François Marc et Christian Simon qui nous parlera de son expérience de création de cabinet en province. Et donc voilà, on aura un avant-goût ce soir. Et on a aussi donc nos cycles de formation, et je vais passer assez rapidement dessus. Le cycle de gestion économique qui continue avec des nouvelles dates qui viennent d'être ajoutées parce que en mois de septembre, la session est complète. Donc on a des nouvelles sessions en octobre, en novembre. Le cycle d'imagerie qui aurait dû avoir lieu normalement en ce moment et qui aura lieu le 1er, 2 et 3 octobre, avec une nouveauté cette année, l'occlusion dynamique 4D et la réhabilitation prothétique, qui n'était pas dans la scène d'avant. Et c'est une formation qui est validante par rapport au CONBIM. Le cycle long de parodontie qui change un peu de formule et donc avec une équipe internationale assez importante autour de Renoir Brocherie et Philippe Broche-Sec. Un nouveau cycle en fin d'année d'odontologie pédiatrique. Ce sera la première édition cette année entre octobre et janvier pour essayer de de s'améliorer en odontologie pédiatrique ou vouloir de s'y mettre de façon exclusive. Le cycle laser, qui est nouveau pour une deuxième édition. Un nouveau cycle qui est de chirurgie plastique parodontale et périimplantite, qui aura lieu l'année prochaine, normalement. C'est le nouveau cycle, en avril 2021. Désolé, je me suis trompé dans la date en réécrivant. Voilà, pour tous les cycles qu'on a, n'hésitez pas à aller sur le site de la SOP, d'envoyer un email ou de passer par Facebook, par les messages pour nous demander des informations. Et on remercie aussi tous les partenaires de la SOP qui nous soutiennent et qui sont toujours présents auprès de nous depuis plusieurs années et qui continuent même avec la période difficile actuelle. Et voilà, je vous donne la parole, Patrick et Philippe. Nous, en tout cas, au niveau des webinars, on espère vous revoir si on en réorganise l'année prochaine. Et pour la suite, voilà, c'est encore en discussion au sein du conseil d'administration de la SOP. Et d'ailleurs, si vous pouvez remplir rapidement un petit questionnaire qui nous permet de connaître un petit peu plus les gens qui participent au webinar, on vous remercie. Voilà, Patrick et Philippe, je vous laisse la parole. Merci, Romain. Merci, Romain. On va laisser quelques minutes quand même que les gens remplissent un petit peu. Ça... Bon, merci de répondre, c'est bien, au webinar. En tout cas, est-ce que vous serez pas pour suivre régulièrement des webinars? Il y a quasiment 100% de personnes qui seraient d'accord de suivre. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse au sein de la SOP à faire évoluer ce système. En tout cas, c'est certainement des formats qu'on a découverts via le confinement et qui sont intéressants. Allez-y, je vous laisse la parole. Je vais mettre fin au sondage. Alors, moi, je veux bien. Tu rends ton écran? Oui. Et normalement, vous devez pouvoir les reprendre et écraser mon écran. Ah. Je veux bien écraser ton écran, mais je ne voulais pas faire ça sans ton accord. Tu peux le faire, pas de souci. Bon, allez, c'est parti. Voilà, cette fois-ci, vous devriez avoir mon écran avec notre jolie petite présentation. Alors, est-ce que tout le monde me voit là?
Non. Toi, oui. L'écran, non. Alors, attends un peu. Là. Parfait. Là, c'est bon. Allez, excusez-moi pour la petite manipulation un peu trop rapide. Bon, ben écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Merci à la SOP d'avoir pensé à Patrick et moi là, pour une petite soirée comme ça, rapide sur les conditions d'installation et le protocole pour exercer pendant la pandémie de Covid-19. On espère que ça se reprend doucement dans vos cabinets, que ça se met en place correctement. On va essayer de faire un petit peu un focus sur un certain nombre de points qui ne sont pas toujours tout à fait justement au point dans les différents cabinets. Donc, je vais faire ça avec mon ami Patrick Vaughan. Moi, je vais m'occuper de la partie installation, la partie en dur du cabinet. Je vais faire un gros focus sur l'air parce qu'il y a vraiment beaucoup d'interrogations à ce sujet-là et vous allez comprendre que c'est le sujet principal parce qu'à part ça, on sait beaucoup faire en cabinet dentaire. On a des très bonnes pratiques en termes d'hygiène et asepsie. Mais c'est vraiment effectivement l'air et en particulier les aérosols possiblement contaminants qui nous embêtent bien. Donc ça va être la clé un petit peu de notre présentation ce soir. Et puis Patrick verra dans la deuxième partie tout ce qui est protocole à mettre en place actuellement. Alors, voilà les conditions d'installation, c'est pour moi. Le protocole, c'est pour Patrick, vous l'avez compris. Et donc, moi, je vais vous présenter un petit peu tout ça pour l'instant, là. Pourquoi est-ce qu'il faut justement changer certains fonctionnements dans notre cabinet? Pour ça, il faut avant tout comprendre un petit peu le mode de transmission du SARS-CoV-2 par rapport aux pathogènes qu'on a l'habitude de côtoyer dans nos cabinets dentaires. Encore une fois, la profession est vraiment quand même bien à la pointe en termes d'hygiène et asepsie, mais par rapport justement à ces nouvelles préoccupations, eh bien, il y a encore un effort à faire. Et puis, on verra ensuite, en déclinant justement le pourquoi, à l'accueil, en salle d'attente, en salle de soins, dans la zone technique et puis en salle de stérilisation, ce qui va évoluer. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas de changements fondamentaux dans beaucoup de cabinets. Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Je vais essayer de vous apporter quelques petites touches parce qu'on s'est rendu compte là, justement, avec ce virus, que quelquefois, vous n'étiez pas complètement bien au courant de certains fonctionnements dans votre cabinet. Alors, pour commencer, voilà. Ça, c'est ce qui se passe et c'est ce qui nous embête en particulier, c'est justement eh bien, les projections. Projection de quoi? Projection de gouttelettes, projection aussi d'aérosols. On va voir tout de suite effectivement quelle est la différence. Et ce monsieur-là qui en met un peu partout, eh bien, ça doit vous faire penser aussi un peu à autre chose. Vous voyez ce petit truc-là qui est apparu en bas à droite? Eh bien, c'est quand même ce qu'on manipule régulièrement et grosso modo, on a quand même une certaine similitude entre les images. Donc, justement, que ce soit les patients ou que ce soit lors de nos soins, eh bien, on émet justement ces particules, ce spray, ces aérosols. Donc, le travail va être effectivement le même vis-à-vis de la projection par les patients ou alors justement par nos instruments qui génèrent eux-mêmes des aérosols. Alors, qu'est-ce qui se passe en pratique lorsque ce sont les patients qui expectorent, qui toussent, etc. Eh bien, en fait, il faut vraiment que l'on comprenne bien qu'il y a deux choses qui sont à prendre en considération. D'une part, des projections de gouttelettes. Alors, je suis désolé, tout n'est pas en français. J'ai essayé de le faire beaucoup en français, mais il y a des dessins qui étaient vraiment intéressants en anglais. Je pense que tout le monde comprend les projections de gouttelettes. Et puis, ce qui est un peu plus petit, ce qui va aussi un peu plus à distance, eh bien, c'est ce qu'on appelle les aérosols. Et en fait, c'est très distinct. Les deux choses sont vraiment bien différentes et on s'en protège d'une façon différente, comme on va le voir tout à l'heure. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que ces gouttelettes, eh bien, ces gouttelettes, il faut comprendre, et on reverra tout à l'heure pourquoi c'est aussi important que ça, que c'est pas n'importe quoi, ces gouttelettes, c'est un amas de mucus, de pas mal de choses, peut-être de virus, de bactéries, de cellules mortes, etc., tout ça aussi. Et en fait, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces petites gouttelettes-là, qu'est-ce qu'elles deviennent? Ben, presque immédiatement, eh bien, elles se contractent, elles se dessèchent et ça devient un amas. Et c'est ce qu'on appelle les droplets nucléi, là, en anglais, les petits aérosols. Et ça, c'est effectivement ce dont on va essayer de se protéger après les soins. Alors, en pratique, qu'est-ce qui peut se passer? Un patient peut être malade et, par exemple, à l'accueil, va tousser, va même parler. On produit moins effectivement d'aérosols et de gouttelettes quand on parle, mais même quand on parle, on en produit. Et il va en mettre un petit peu partout. Et justement, à partir de ça, eh bien, on va bien comprendre qu'il y a des grosses gouttelettes qui tombent assez
vite et assez proche du patient. Des gouttelettes un peu moins grosses, qui, elles aussi, tombent possiblement sur des patients, tombent aussi sur des surfaces, et puis des choses encore plus petites, donc les aérosols, qui vont possiblement partir à des mètres et des mètres, et peut-être toucher des patients, peut-être se déposer là aussi sur d'autres surfaces. Alors il y a une chose vraiment qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de là, eh bien, on a défini 3 modalités de contamination. La contamination, décidément, par justement les gouttelettes, et c'est celle qu'on a bien comprise ici. La contamination possible contact, quand justement ces gouttelettes viennent toucher des surfaces, se déposent dessus et qu'on fait un contact entre ces gouttelettes et puis possiblement le nez, la bouche, etc. Ça, c'est assuré. Ce sont à coup sûr les modes de transmission les plus importants. Et puis, il y a un mode de transmission sur lequel tout le monde n'est pas complètement d'accord, bien qu'on suspecte que celui-ci existe, eh bien, c'est celui, grâce justement aux gouttelettes, qui va engendrer justement cette contamination par aérosol. Pourquoi j'ai mis cette ligne en pointillé? C'est parce qu'on est sûr de rien. Certains considèrent que c'est sûr, d'autres que ce n'est pas sûr. Je vous expliquerai que ce n'est pas aussi clair que ça, parce que même si on sait, et on nous a abondamment montré que justement des aérosols peuvent partir à distance, on n'est pas pour autant certain que ces aérosols soient contaminants. On verra tout à l'heure pourquoi. Alors, une fois que l'on a bien compris, on a des gouttelettes ici, ça il faut s'en protéger, mais on sait faire. Les contacts, on sait faire aussi. L'aérosol, on le gère un peu moins bien, mais justement, il faut quand même s'en protéger. Alors, en pratique, il faut bien comprendre, gouttelettes, c'est quoi des gouttelettes? C'est des petites choses toutes petites, de quelques micromètres de diamètre, et qui vont vite tomber à une courte distance de l'endroit où elles sont projetées et qui vont être possiblement inoculées au niveau justement des conjonctives ou de la muqueuse. Donc ça, c'est vraiment les choses qui peuvent arriver assez fréquemment. On se touche, on touche une surface contaminée, on en met dans l'œil, dans la bouche, dans le nez, etc. Les aérosols, c'est des gouttelettes un tout petit peu plus petites, donc des diamètres plus petits, donc on appelle ça des aérosols cette fois-ci. C'est en suspension dans l'air, ça s'en va à plusieurs mètres éventuellement, partout dans la pièce où ça a été généré. Et là, c'est au travers effectivement des voies aériennes qu'on est contaminé. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, etc., mais il y a plus de clés. Vous savez bien que ce virus, il rentre grâce à une petite clé dans le corps humain, et il y a plus de clés d'entrée justement au niveau de l'oropharynx que plus bas dans les poumons. Donc, c'est aussi une des choses qui fait qu'on peut peut-être être un petit peu moins contaminé à cause des aérosols. Il y a d'autres choses aussi qu'on verra un petit peu plus tard tout à l'heure. Si on regarde pour nous, chirurgiens dentistes en pratique, à l'accueil, eh bien, les risques de contamination sont situés où? Pour l'équipe administrative, eh bien, en face d'un patient qui va même parler, encore une fois, ce n'est pas forcément qu'il va vous tousser au visage, mais même quand il parle, eh bien, il y a émission d'une part de gouttelettes et d'autre part d'aérosols. Donc, ces gouttelettes, c'est à courte distance, ça peut venir évidemment sur la figure d'une assistante, d'un praticien à l'accueil, etc., tout ça. Elles peuvent aussi par justement l'effet de la gravité, tomber sur des surfaces, et puis les aérosols peuvent partir et éventuellement partir un petit peu à distance. Donc ça, au niveau justement de l'équipe administrative, il va falloir se protéger, on verra tout à l'heure comment, de la transmission par gouttelette et de la transmission par contact. Au niveau des patients, des autres patients, peut-être en salle d'attente ou pas trop loin à l'accueil, etc., c'est encore possiblement les aérosols qui peuvent gêner. Et si on respecte les distances et tout ça, normalement, les gouttelettes, ça ne doit pas poser de problème. Et si les gens ne touchent pas un peu partout, il n'y a pas de problème de contact non plus. Mais pour notre équipe administrative, voilà un petit peu ce à quoi il va falloir prêter attention. Dans le cabinet, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a bien évidemment toujours ces fameuses gouttelettes qui sont projetées à la tête du praticien. Ça, on le sait bien. Quand on finit une chirurgie ou un truc comme ça, on regarde un peu notre masque, et on en a partout. Ça se voit parce que c'est du sang, mais la salive et le reste, c'est projeté de la même façon. On a aussi partout un petit peu tout autour de la zone qui est la zone, effectivement, la bouche du patient, jusqu'à 1,5 m, 2 mètres autour de la zone du patient, eh bien, on a aussi ces gouttelettes qui sont tombées partout.
Et donc ça va être vraiment très important que ce soit parfaitement bien nettoyé ensuite, parce que c'est des risques de contamination, que le patient ou que nous, eh bien, on peut se contaminer. Alors attention à ce sujet-là, le fait de porter des gants ne nous empêche pas de nous contaminer. On peut porter des gants et puis mettre ceci au niveau du visage. Donc ça, il faut aussi bien désinfecter partout à ce sujet-là. Pour le patient aussi, évidemment, parce que lui, il peut aussi se contaminer de cette façon-là. Mais il y a aussi cette quantité très importante d'aérosols dans le cabinet. C'est vraiment une des spécificités, effectivement, de notre métier. Cette quantité d'aérosols qui se balade autour de notre tête, entre guillemets, là. On respire tout ça, etc. Et c'est pas pour rien, justement, que pour la première fois de notre existence, on travaille avec des masques bien particuliers et d'autres choses que Patrick vous présentera tout à l'heure, parce que, justement, c'est une spécificité. Donc, au niveau de l'équipe soignante, eh bien, là, il faudra combattre les aérosols, il faudra combattre les gouttelettes, il faudra bien évidemment combattre aussi la transmission par contact. Au niveau des patients suivants qui vont arriver, donc le patient qui va arriver à la séance suivante, eh bien, possiblement, eh bien, il va falloir aussi combattre les aérosols, donc on verra de quelle façon, et tout ce qui est contact, contamination par contact. Là, c'est aussi des choses qu'on connaît un petit peu mieux. Donc, si on fait un petit peu le distinguo pour qu'on voit vraiment ce qui est apporté, malheureusement imposé par ce fameux Covid-19 par rapport aux pathogènes que l'on connaît habituellement, ceci, je vous en ai fait une liste pas exhaustive, mais c'est des choses qui sont pourtant très graves, comme le VIH, l'hépatite, etc., tout ça, mais avec un certain mode de contamination, des gouttelettes, le contact et le parentéral, donc par entrée effectivement par des plaies ou des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de bien gérer en cabinet. Et si on regarde effectivement à droite, justement les préconisations Covid, il y a une chose qui est en plus, c'est effectivement ici les aérosols. Il y a une chose qui est en moins, le parentéral, parce que ça ne rentre pas effectivement dans les moyens de transmission. Mais effectivement, que les aérosols soient une nouveauté, ça, on le sait bien, et c'est justement ce qui va nous obliger à faire quelques efforts supplémentaires. Toutes les précautions additionnelles, grosso modo, sont centrées sur cette préoccupation des aérosols. Alors, on va essayer de regarder justement comment ça va se décliner. Alors, ça va se décliner de différentes façons. Moi, je ne vais pas tout vous présenter, mais vous connaissez les masques, vous connaissez effectivement un certain nombre de choses. Alors, rassurez-vous, les masques qu'on a l'habitude d'emporter, juste, ils seront un petit peu différents. Au niveau du contact, il y a un certain nombre de choses que l'on fait déjà très bien. On ne fait pas porter de masque à nos patients habituellement, etc. Mais le nettoyage des mains, le nettoyage des surfaces, le nettoyage des mains après, etc., tout ça, on fait déjà très bien. Donc, encore une fois, on ne va pas révolutionner la façon de travailler dans les cabinets dentaires. On va simplement faire attention à des petites choses comme, par exemple, émettre le moins possible, justement, c'est toujours un bon moyen de prévention, le moins possible d'aérosols. Alors, en pratique, comment est-ce que ça va se décliner dans les différentes salles? Eh bien, à l'accueil, par exemple, eh bien, c'est le patient qui arrive, le patient qui tousse possiblement, le patient qui touche un peu partout après avoir toussé malheureusement dans son mouchoir, ses mains, etc. Donc, contact, gouttelette, là, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment très, très important. Aérosol, on n'en est pas sûr. À l'accueil, on n'en est pas sûr, mais ce sera facile effectivement à gérer. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va demander à notre personnel d'accueil, à notre équipe administrative de porter justement des masques chirurgicaux, etc., tout ça. Et en pratique, sur ce qui est les pièces, en fait, eh bien, la grosse différence, la nouvelle chose, c'est l'hygiaphone. Alors, l'hygiaphone, j'ai fait une petite découverte aussi à ce sujet-là, je ne savais pas, mais c'est un terme comme réfrigérateur, frigidaire, etc. Frigidaire, c'est un terme déposé par une marque. Hygiaphone, c'est déposé par la marque Fichet, je ne savais pas. Mais effectivement, c'est une petite chose comme ça. Alors, en pratique, cette hygiaphone-là, c'est juste fait pour permettre de complètement empêcher la projection de gouttelettes, un peu moins d'aérosols, parce que les aérosols peuvent passer effectivement au travers, mais en étant un peu plus dilués de toute façon. Et on demande de toute façon de porter aussi bien, décidément, aux patients qu'à notre assistante, un masque. Après, toutes les choses que vous connaissez bien, dès l'entrée du cabinet, du gel hydroalcoolique, possiblement des masques pour les étourdis qui auraient oublié, les affichages, etc. Tout ça. Et bien évidemment, ce que j'ai mis ici à droite, eh bien, on n'oublie pas d'aérer régulièrement l'accueil. Donc, à l'accueil, pas de changement
extraordinaire. Bon, effectivement, des petites choses au niveau, affichage, etc. Mais théoriquement, l'aération, c'est quelque chose qui existe déjà. La chose principale, c'est ce que vous avez au milieu, c'est effectivement l'IGF-1. Au niveau de la salle d'attente, eh bien, là, c'est clair, c'est net. Théoriquement, la salle d'attente, elle est fermée. Ou elle est, en tout cas, le moins possible utilisée. Ça ne veut pas dire que, voilà, on peut toujours la fermer. C'est pas facile, c'est une certitude. Mais en tout cas, si on l'utilise avec un minimum de monde dedans et on verra effectivement comment. Parce que les contaminations sont encore les mêmes. Là, on a la possibilité d'avoir des contaminations, malheureusement toujours par les gouttelettes et par le contact. Les aérosols, voilà, aussi peut-être. Donc, eh bien, les distanciations doivent être respectées. Le port du masque, bien évidemment, doit être respecté. Donc, si on a des bancs et qu'on ne peut pas retirer une chaise sur deux, etc., on va vraiment condamner certaines assises. On va, là encore, rajouter un certain nombre de choses au niveau, tiens, donc mes diapositives ont bougé un peu là, avoir effectivement de quoi se laver les mains, des masques, on retirera bien évidemment tout ce qui est magazine, jouets, si on a l'habitude d'avoir des enfants dans le cabinet, etc., les pluches, les trucs, les machins, tous les gadgets, hop, qu'il y ait un minimum de choses à toucher et un minimum de choses à désinfecter. Là aussi, on aère très régulièrement parce que c'est la meilleure des solutions pour combattre justement ces foutus aérosols, dont on ne sait pas encore une fois s'ils sont complètement nocifs ou pas, mais en tout cas, il faut quand même considérer qu'ils le sont, et donc l'aération, c'est la meilleure des solutions. Ensuite, en salle de soins, ben là, on va voir en salle de soins qu'il y a quand même un petit peu plus de choses, on va un petit peu plus peut-être pouvoir discuter à ce sujet. Alors, au niveau de la salle de soins, là, j'ai mis plus pour les contacts, j'ai mis évidemment plus pour les gouttelettes, j'ai mis plus point d'interrogation pour les aérosols. Mais on va voir qu'effectivement, les aérosols, c'est tellement produit et on a tellement l'habitude effectivement d'en avoir de produits qu'on n'y fait plus tellement attention, mais là, ils sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude de produire, ces aérosols. Pourquoi? Parce qu'ils sont possiblement porteurs de SARS-CoV-2. Et donc, c'est justement pour ça qu'il faut y faire très attention, parce que sinon, les aérosols, on vit dedans habituellement, et ça, voilà, on a tellement l'habitude qu'on se dit, c'est pas grave. Mais n'oubliez pas quand même que le Covid, malheureusement, dans certaines conditions, eh bien, ça reste mortel. Donc, on ne peut pas s'amuser à faire semblant, à faire des approximations. C'est quelque chose qui est possiblement mortel. Donc, ces aérosols qu'on a l'habitude de côtoyer, eh bien, là, il va falloir les côtoyer en faisant très attention. Moi, je vais voir que la partie, effectivement, installation, et Patrick vous détaillera, effectivement, tout le reste au niveau des EPI et tout ça. Alors, voilà, idéalement, comment devrait être le cabinet. Bon, vous allez me dire, c'est un peu un cabinet de démo, ça ne vit pas beaucoup. Mais l'idéal, c'est ça, un minimum de choses dedans, parce que tout ce que l'on va avoir, effectivement, autour de la tête du patient, ça doit être désinfecté régulièrement, entre chaque patient, parce que, encore une fois, eh bien, il va y en avoir sur 1,5 m, 2 mètres autour du patient du Covid. Donc, bon, voilà, celui-là, c'est mieux. Non, il ne vous va toujours pas, ça ne fait toujours pas assez vrai. Mais pourtant, c'est des ambiances dans lesquelles on devrait de plus en plus travailler. Et je pense qu'effectivement, le Covid va nous obliger, dans notre pratique, à avoir justement autre chose que des plans de travail remplis de trucs et de bricoles, etc., qu'on va piocher, qu'on va chercher régulièrement, etc. Il va falloir qu'on soit de plus en plus, effectivement, dans des conditions qui ressemblent à ça. Je ne vous ai pas dit que c'était l'idéal, mais de plus en plus, il va falloir aller par là. Alors, celui-là, il peut peut-être quand même vous satisfaire. Ça ressemble un peu plus à un cabinet qui fonctionne déjà. Il y a quand même des petites choses qui voilà, traînent à droite à gauche. C'est quand même un peu ce que l'on a généralement dans les cabinets. Ça, c'est pas mal d'avoir un certain nombre de choses qui sont installées au mur. Quand on ne peut pas retirer un certain nombre de choses de notre support, effectivement, de notre paillasse, eh bien, on le protège. Et puis après, on essaie d'avoir vraiment très très peu de choses qui traînent dans le cabinet. Donc c'est vraiment un gros effort. Je sais que pour certains, ça va être particulièrement dur de se séparer de leur bubus un petit peu, qu'ils ont un petit peu partout. C'est comme pour certains enfants, ils ont du mal à se séparer de leur doudou. Là, il y en a un certain nombre qui ont besoin d'avoir un peu tout à portée de la main. Là, il faut vraiment essayer de faire l'inverse, avoir un minimum de choses. Après, vous savez bien que
avec les top entrées, avec un certain nombre d'organisations, il est possible de tout avoir, mais juste de le rapporter au moment où ce matériel nous est utile et pas de l'avoir constamment sur les plans de travail. Donc vraiment, il va falloir faire attention à ça. Alors là, j'ai 3 cabinets qui ne doivent pas forcément vous faire sursauter parce que voilà, il n'y a pas grand-chose qui est peut-être de nature à vous faire sursauter. Mais pourtant, là, avec le Covid maintenant, eh bien, ces 3 cabinets sont disqualifiés, tous les 3. Il n'y en a pas un, effectivement, qui théoriquement continue à travailler. Pour quelles raisons? Pour des raisons diverses et variées, tous les 3, ce n'est pas les mêmes raisons. Là, celui-ci, on a une organisation très ergonomique avec 2 fauteuils identiques, etc. On passe facilement de l'un à l'autre, etc. On va trouver que ce n'est pas très intime le passage de l'un à l'autre. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'intimité si on a des patients, mais ce n'est pas fait pour ça. C'est peut-être fait juste pour passer plus vite de l'un à l'autre. Mais justement, avec les aérosols qui sont possiblement produits en étant dans un cabinet, eh bien, on ne peut pas produire des aérosols là et puis prendre 3 minutes après, comme on pourrait le faire éventuellement, un autre patient sur ce fauteuil-là. Ce n'est pas possible. Les aérosols, ils ne vont pas rester comme ça, comme le nuage de Tchernobyl, gentiment dans un cabinet. Ils vont possiblement passer aussi dans l'autre cabinet. Donc ça, malheureusement, ça nous a bien rendu service, des cabinets comme ça, un petit peu jumeaux, on passe de l'un à l'autre, etc. Ça laisse le temps à l'assistante de bien préparer un cabinet ou de dépréparer, enfin de désinfecter une partie pendant qu'on travaille sur l'autre. C'est très efficace, très pratique, mais pas quand on fait des actes aérosolisants, à moins qu'il y ait vraiment une paroi claire et nette entre les deux. Si c'est 2 cabinets bien distincts, ça c'est différent, mais des cabinets très faciles de circulation comme ceux-ci, là maintenant, il va falloir faire un choix. Là, c'est un autre cas de figure, c'est effectivement un cabinet sans aucune ouverture, sans fenêtre donnant sur l'extérieur. Visiblement avec pas trop grand-chose non plus comme aération et tout ça. Donc là, voilà, pour le problème d'aération, et je vous montrerai une courbe qui est assez édifiante tout à l'heure, eh bien là, ce type de cabinet, je suis bien désolé, mais ça va devenir très compliqué. Alors, vraiment faire des frais pour avoir un système d'aération et tout ça. Et là, c'est un peu embêtant. Et puis, un autre cabinet, bon, on voit tout de suite qu'il n'est pas parfait, etc. Bon, il a une fenêtre, celui-là, mais il y a quand même un certain nombre de trucs qui traînent vraiment un peu partout. On se demande pourquoi ça traîne un petit peu partout comme ça. Eh bien, là aussi, celui-là, on ne veut pas continuer à avoir des ports là, qui récupèrent toutes les traces d'aérosols qui se baladent, des trucs couverts un petit peu partout. Bien évidemment, des plans de travail qui débordent de boîtes de gants, de gobelets, de trucs et de machins. Là, voilà, il va falloir se mettre à réorganiser un peu l'intérieur de son cabinet, retirer les stores comme ça qui sont des nids à poussière, etc., etc. Donc, voilà, des choses dont on a l'habitude, des ambiances dans lesquelles voilà, on est confortable parce que c'est des choses que on s'y est fait, même avec les petits défauts, on s'attache aux petits défauts. Là, et bien là, il faut avoir un œil critique, très critique sur notre façon effectivement d'organiser notre lieu de travail et puis de se dire bah oui tiens ça je pense bah, ça va plus, il faut faire un petit peu de rangement ou des fois il faut aller un peu plus loin et puis faire carrément plus que du rangement mais des gros travaux. Donc voilà, pour les différentes raisons que j'avais évoquées tout à l'heure, eh bien la dispersion des aérosols, le manque de fenêtres, etc., le fauteuil qui est trop proche et puis pas protégé, on ne peut pas se satisfaire de ces lieux d'exercice, alors que pourtant, ils étaient peut-être très bien avant le Covid. Alors, l'aération, c'est un vaste sujet et c'est vraiment la nouveauté, la grosse nouveauté concernant justement ce Covid. Alors, je voudrais là tout de suite dire que je ne suis pas un spécialiste de l'aérien du tout, hein. Okay. Bon, je me suis beaucoup renseigné pour cette soirée. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai l'impression d'avoir lu et entendu un certain nombre de choses qui n'étaient pas exactes. Alors, j'ai vraiment cherché. J'ai eu la chance aussi de pouvoir m'entretenir avec quelqu'un de l'INRS qui, lui, est un expert du domaine. Hein. L'INRS, effectivement, c'est l'Institut national de recherche et sécurité au travail. Et donc, c'est un ingénieur qui est effectivement spécialisé dans le domaine. On a beaucoup échangé. C'est lui qui nous a permis aussi, au niveau de l'ONCD, de faire ces fameuses courbes de décroissance pour l'ouverture de la fenêtre, etc. Il m'a fait aussi d'autres courbes
dont j'avais besoin et tout ça. Et je crois que là, on commence à toucher quelque chose d'assez juste au niveau du discours. Donc, au niveau de l'aération, eh bien, on a plusieurs moyens d'aérer, et justement avec des ouvertures par des fenêtres et la possibilité d'avoir juste une entrée d'air frais. Et puis, ces fameux systèmes dont on entend beaucoup parler, les épurateurs d'air, qui ont, pour certains, voilà, des caractéristiques qui ne sont pas du tout adaptées à ce que l'on souhaite effectivement dans un cabinet dentaire. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, bien, il va falloir passer par les bases. C'est pas très drôle, mais pourtant, le Code du travail est très net sur la ventilation qu'on devrait avoir dans nos cabinets dentaires, avec en particulier ce Covid. La réglementation, le Code du travail, c'est pas rien, distingue deux types de pollution. Les pollutions non spécifiques, alors là, on va passer vite parce que c'est celles qui sont liées à la seule présence humaine, avec une aération qui doit être particulière, mécanique ou alors naturelle permanente, etc. Bon, ok, très bien, pollution non spécifique. Jusqu'à maintenant, on pouvait dire qu'on était peut-être dans ce cas de figure-là. Mais il y a aussi une autre pollution spécifique, qui amène un certain nombre d'obligations, et vous allez voir que ce n'est pas rien non plus à ce niveau-là. Alors, pourquoi est-ce que l'on peut considérer là tout de suite qu'on est dans justement dans ces conditions-là de pollution spécifique? Parce que ça, les locaux pouvant contenir des organismes potentiellement pathogènes, j'ai l'impression qu'on est en plein dedans, avec justement notre aérosol. Si on considère que celui-ci est potentiellement justement contaminant, on est effectivement dans des locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes. Donc, on est a priori dans ce cadre-là. Ça signifie quoi derrière? Eh bien qu'on a un débit minimal d'air à respecter. Et donc, ce débit minimal d'air à respecter, ce n'est pas rien du tout. Parce que, voilà, ce n'est pas sans doute 25 mètres cubes par heure, mais plus probablement 45. Je sais bien que les exemples d'activité ne sont pas du tout les nôtres, mais on peut quand même penser qu'on est à faire un travail physique léger. Et donc, 3 personnes, assistantes, praticiens et patients, fois 45, 135 mètres cubes par heure. Il faut savoir que, grosso modo, une VMC, habituellement, c'est 40-50 mètres cubes par heure. On y est loin, très loin avec une VMC. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, parce que ça, j'ai entendu des grosses bêtises à ce sujet-là, les VMC simple flux, double flux, le double flux, ce n'est pas la panacée. Le double flux, c'est simplement que dans les construction relativement récente, c'est ce que l'on a, ça va simplement apporter de l'air frais qui aura été tempéré et retirer l'air vicié. Et ça ne fait pas des miracles non plus, les doubles flux, entre guillemets. Donc, ce n'est pas ça qui va nous sauver la vie. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment des systèmes adéquats. Et puis, pour savoir si vous avez un simple flux ou un double flux, les simples flux, c'est en général dans les maisons un peu anciennes, les double flux dans des systèmes un peu plus récents, c'est en général des systèmes avec des castelles pour le nettoyage, etc. Et vérifiez bien avec ce fameux test de la feuille là, que ce ne soit pas tout encrassé. Parce que voilà à quoi ressemblent des tuyaux après un certain nombre d'années d'exercice, si on peut dire. C'est complètement obstrué et évidemment, ça retire beaucoup moins d'air que ça n'en devrait. Donc faites attention à ça, c'est peut-être l'occasion d'aller jeter un œil à votre VMC. Ceci étant dit, on va voir comment on va se protéger maintenant de ces désagréments que sont les aérosols. Et le Code du travail, toujours, prévoit une démarche de prévention qui est basée sur 3 principes qu'on le connaît bien. La suppression des émissions. La suppression des émissions, pour nous, ça va être la digue. Parce qu'il faut bien comprendre ce que l'on veut supprimer. On ne veut pas supprimer les aérosols. En fait, globalement, on ne peut pas supprimer les aérosols complètement. On supprime les aérosols nuisibles, les aérosols qui sont porteurs de ces affreux jojos là que je vous ai montré là, de ces virus ou trucs comme ça. Ok ? Et si on réussit à faire ça, eh bien, il faut qu'on en tienne compte derrière dans justement notre aération. Et c'est là que je vais m'arrêter 30 secondes sur le fait que l'on ne peut pas affirmer pour l'instant que ce SARS-CoV-2 soit propagé par les aérosols pour une simple et bonne raison, parce qu'en fait, on ne connaît pas la charge qu'il faut en termes de virus, actuellement on ne la connaît pas, pour que ce soit justement contaminant. Et la charge, c'est très variable. Ça va être 10 virus qui vont être suffisants pour contaminer quelqu'un par la grippe, par exemple.
Et c'est des dizaines de milliers de virus qu'il faudra pour contaminer quelqu'un, par exemple, par l'hépatite ou des choses comme ça. Et donc, si on ne sait pas effectivement quelle est la charge de virus qu'il faut pour contaminer quelqu'un, on ne peut pas en conclure tout à fait que l'aérotransmission est un fait avéré ou pas. Certes, les aérosols se baladent, certes, des aérosols, on en aspire, mais est-ce que c'est contaminant pour autant? On ne le sait pas encore. Mais on fait comme si c'était contaminant. Et justement, en supprimant les virus dans nos aérosols, on fait déjà une bonne chose. Une bonne chose, c'est le captage à la source. C'est la meilleure des solutions. Quand on a effectivement des aérosols produits, eh ben, on peut les éliminer tout de suite. Et cette image ici, vous comprenez bien qu'elle est assez parlante. Là, c'est notre turbine qui tourne sans aspiration. Et dès qu'on met en place effectivement l'aspishir, eh bien, on va voir tout de suite, voilà, l'aspishir qui aspire énormément le flux et fait descendre à presque rien les aérosols produits autour effectivement de la bouche du patient. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nécessaire avec une aspishir qui fonctionne bien. Et puis la dernière chose, c'est la ventilation donc avec des fenêtres ou avec justement un épurateur d'air. Alors ça, c'est les fameuses courbes qui nous ont été fournies par l'INRS, là, avec la possibilité, avec une VMC, de voir ce que ça donne. Si on n'a que la VMC, on n'a rien du tout. Et si on a par contre l'ouverture des fenêtres, eh bien là, on fait descendre en une quinzaine de minutes le taux de contamination d'une façon très importante. Et personnellement, je l'ai mis en rouge, l'un de ces persos. Je pense qu'il faut qu'on aille un petit peu plus loin dorénavant. Si on fait vraiment bien les choses en amont, c'est-à-dire avec vraiment la digue, vraiment une aspi correcte, eh bien, on pourrait peut-être moduler ces 15 minutes à la baisse parce qu'il ne reste plus grand-chose à ce moment-là. Ça, c'est une nouvelle image qui m'a été fournie aussi par l'INRS. Si on n'a pas de ventilation, eh bien, patient après patient, eh bien, on augmente le taux d'aérosol dans la pièce. Et si vous regardez, même au bout de 24 heures, il ne redescend pas à zéro. Et on n'arrête pas d'augmenter le taux de contaminants dans la pièce si on ne fait pas d'aération. Donc ça, c'est quand même destiné aux personnes qui n'ont pas de fenêtre, etc. Faites attention parce que vous mettez de l'aérosol partout et vous stockez de l'aérosol. Alors le recyclage de l'air, pareil, le Code du travail prévoit que c'est tout à fait possible si et seulement si on a bien justement une épuration qui est efficace. C'est quoi une épuration efficace? C'est bien, il y a le volume traité, la qualité, la quantité de volume traité, la technique des filtres, le bruit et le coût de la maintenance, à mon avis, à prendre en considération dans les cabinets pour voir justement au niveau de nos systèmes d'épuration. Le volume traité, là, c'est pas moi qui l'ai inventé, encore une fois, c'est les recommandations de la SF2H, demande au minimum 6 renouvellements horaires sans recyclage. Ça, c'est ce qu'on a avec l'ouverture de la fenêtre. Vous l'avez peut-être vu dans le document de l'ordre. On arrive avec 15 minutes d'ouverture de la fenêtre, à peu près un recyclage de 7 volumes par heure. C'est bon, on est dans les clous. Si on n'ouvre pas, eh bien là, il faut aller à 12 volumes de recyclage. Ça, c'est encore la SF2H qui indique ça. Donc, regardez bien au niveau des systèmes de traitement de l'air, parce qu'il faut qu'il y ait l'équivalent de 12 fois le volume de votre pièce recyclé en une heure. Et souvent, les caractéristiques ne sont pas données comme ça en mètres cubes par heure, mais sont données en surfaces qui peuvent être traitées. Et souvent, ils vous promettent des 100 mètres carrés, des 200 mètres carrés de surface traitée, alors que si on regarde en volume, on en est très attention à ça. Il y a un autre document aussi destiné plutôt aux hôpitaux, mais quand vous regardez un petit peu, c'est quand même quelque chose qui peut être aussi assez proche de nos préoccupations, c'est les zones à risque, au niveau des zones à risque, risque d'infection. Là, je vais prendre, en commençant par le bas, les risques, des zones à risque où il y a une infection quasiment nulle, les chambres de soins, etc. On demande 10 volumes par heure de renouvellement. Les zones un tout petit peu au-dessus, infectieux moyen, on est à 15 volumes. Et donc, on peut considérer que les 12 volumes, voire les 15 volumes, pour un plutôt, etc., tout ça, ben, c'est quand même ce que l'on recherche. Donc, il faut quand même que nos machines, si c'est des épurateurs d'air, ils aient quand même une capacité à traiter un volume très conséquent en une heure. Là, c'est le brassage, parce que autrement, ils ne sont pas dans les clous. La technique de filtration, c'est en général là-dessus que tout le monde met le focus. Alors que si on filtre bien, mais si on filtre un bocal par rapport au volume effectivement de notre cabinet, si on filtre bien un bocal, on s'en fiche. D'abord le volume qui peut être filtré, qui est important, et ensuite la technique de filtration. Parce qu'arriver à 99,99%
100% de filtration. Maintenant, c'est très facile. C'est très, très facile avec les systèmes de filtre. Donc, les virus, là, très petits, etc. Bon, le coronavirus il est relativement gros. Ben, il ne voyage pas tout nu, ce virus. Il n'est pas tout seul, tout nu. Il est dans des gouttelettes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, ce n'est pas la taille juste du virus qui nous intéresse. Certes, la taille du virus est importante, mais je vous l'ai présenté tout à l'heure et je vous ai dit quelle est l'importance, justement, c'est ça, c'est que globalement, le virus, il ne se balade pas avec ses petites ailes, il n'a pas d'ailes, le virus. Il est dans, effectivement, ces droplets nucléi de, grosso modo, on considère à peu près plus ou moins 1 micromètre. D'accord? Ça peut être plus, ça peut être moins, mais on va voir que de toute façon, c'est très facile à filtrer. Pour les filtrer, je ne vais pas vous montrer ça en détail, sauf si ça vous intéresse, mais il y a plusieurs techniques de filtration et surtout, il y a une chose qui est importante, c'est que pour les filtres EPA, les fameux filtres EPA dont on parle beaucoup, eh bien, ce n'est pas effectivement le côté simplement parce qu'ils sont basés sur des tests à 0,3 micromètres de diamètre avec des particules à 0,3 micromètres de diamètre qu'il faut considérer que ces filtres EPA ne sont pas capables de filtrer moins. Au contraire, grâce justement aux différents modes de filtration, mais ça, il faut avoir compris effectivement ces différents modes de filtration. Ce n'est pas le phénomène de tamis qui fonctionne le mieux. Dans les petits diamètres, jusqu'à même 0,01 mm, donc micromètre, pardon, donc bien en dessous de la taille des virus, eh bien, on est capable de filtrer avec ces fameux filtres EPA. Que ce soit un filtre EPA 13 ou un filtre EPA H13 ou H14 ou un ULPA, eh bien, de toute façon, ils vont filtrer de la même chose à des pouillèmes près. Hein, vous voyez, des différences de 0,05% quand on est à 99,999 ou à 99,9995. Ça ne change pas grand-chose au niveau de la filtration. Donc, ce n'est pas ça le cœur du sujet. C'est que ça filtre bien un grand volume. Ça, c'est important. Et puis, le mieux est souvent le mortel ennemi du bien. Le mortel, souvent, on ne le dit pas, on ne prend pas toute la phrase, mais la phrase complète, c'est le mieux est le mortel ennemi du bien. Pourquoi? Parce qu'on peut faire très simple avec des systèmes de filtration à 100%. Et puis, il y a d'autres systèmes d'épuration avec les UV, la catalyse, le plasma, l'osmose, l'ocyclosone, pardon, etc., qui vont tout le temps aboutir à un air clair, propre, net. Mais plus vous rajoutez de systèmes, plus vous compliquez les choses et plus vous faites un truc dont vous n'êtes pas certain au bout du compte. Parce que malheureusement, il y a des systèmes qui par eux-mêmes génèrent effectivement des produits de dégradation nocifs. Ça paraît un peu fou, on essaie d'aérer notre pièce. Et en aérant, en épurant notre pièce, on crée aussi, quelquefois, des produits eux-mêmes nocifs. Donc, le plus simple et en général le mieux, avec des systèmes de filtration, on ne crée pas de systèmes nocifs. Attention, malgré tout, à bien entretenir les filtres, c'est excessivement important. Mais des fois, effectivement, plutôt que de mettre une ribambelle de trucs les uns après les autres, là, bah, des fois, il y a des systèmes peut-être simples et efficaces avec quelques filtres, des filtres grossiers, des filtres au charbon actif et un bon filtre EPA entre deux, même H13, pardon, en général, ça fonctionne bien. Donc, faites très attention à ce qu'on vous propose aussi à ce sujet-là. OK? Le volume sonore aussi. Bah oui, parce qu'on est déjà dans un environnement quand même sonore assez désagréable, il faut bien le reconnaître, le cabinet. Donc, ne rajoutons pas trop de bruit. Et quand je vois des systèmes qui sont à 60, 70 décibels, 65 décibels, quand on voit ça sur une fiche technique, on ne voit pas trop ce que ça donne, 65 décibels. 65 décibels, c'est un aspirateur. Bon, c'est considéré comme déjà des bruits fatigants. Après, on peut avoir des choses qui sont un petit peu moins bruyantes, mais le moins bruyant étant le mieux quand même, hein, d'accord? Parce que ça rajoute du bruit au bruit. Et donc, si on a des systèmes qui sont capables de ventiler des grandes surfaces ou des grands volumes, mais avec un bruit fatigant au minimum, c'est quand même aussi à prendre en considération. Et puis après, la dernière chose, c'est le coût de la maintenance. Parce que tout ça, voilà, c'est de la maintenance, c'est des frais pour que ça fonctionne bien, avec des filtres à changer, avec une certaine périodicité. Il y a aussi des fois le technicien qui va passer, qui va vérifier le fonctionnement du système et tout ça. Tout ça, ce sont des frais qu'il faut anticiper. Alors nous, c'est vrai que pour nous, un filtre à 160 € et tout ça, ça ne fait pas
on dire, on a l'habitude d'avoir des frais assez importants de maintenance. Mais voilà, il faut quand même regarder, ça c'est un exemple parmi d'autres, hein, il y a plein d'autres tarifs, hein, mais regardez quand même aussi le coût de la maintenance. Donc voilà un petit peu les différents points sur lesquels j'attire votre attention. Je n'ai pas entendu toujours que des choses parfaitement vraies à ce sujet-là, au niveau des techniques de filtration, au niveau du volume, etc. Tout ça, j'ai essayé de vous en faire une synthèse la plus précise et rigoureuse possible. Alors, on va déjà essayer d'installer une VMC conforme à la réglementation. On privilégie la ventilation par l'entrée d'air extérieur, toujours, avant les systèmes d'épuration de l'air. Si on prend un système d'épuration, ben on va prendre un système le plus simple possible par filtration si possible, parce que ça fonctionne parfaitement justement aux trucs les plus petits possibles. Et puis, eh bien, on va se méfier des caractéristiques qui sont avancées par les fabricants, parce qu'elles sont obtenues en laboratoire et il est certain que ce n'est pas les caractéristiques qui vont être obtenues dans vos cabinets dentaires. Pour des questions de brassage d'air, etc., on peut avoir des choses qui sont très différentes. Donc, vraiment faire très attention à ça. Il faut vraiment être attentif et vous verrez que ce n'est pas moi qui le dis, c'est les conclusions du ministère là, il y a quelques jours. Voilà le document qui est daté du 21/5 là, 2020, qui a été produit par le ministère de la Solidarité et de la Santé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, voilà, faites attention à tout ça, faites attention à ces produits, entre guillemets, miracles que l'on vous propose, etc. Tout ça, c'est des informations qui sont obtenues en laboratoire. Il y a des produits, effectivement, qui sont émis quelquefois par certaines techniques auxquelles il faut faire très attention. Donc, il faudra des recherches, il faudra plus de recherches que ça pour arriver à des conclusions, mais faites très attention à ce qui vous est proposé. Il y a quand même des gens sérieux sur le domaine qui exercent dans les hôpitaux depuis pas mal de temps. Si j'ai un conseil, je pense qu'il faut quand même plus regarder ces trucs-là que les trucs qu'on trouve chez à la FNAC ou Boulanger, etc., pour ne pas citer que la FNAC, mais voilà. Alors, ne mélangeons pas tout aussi, s'il vous plaît, parce que j'ai vu et j'ai lu des trucs sur les forums complètement hallucinants. Vous savez aussi qu'il y a une autre technique de désinfection. On peut y aller à la lingette, on peut y aller au subsite, la lingette, etc. Mais on a aussi des systèmes de désinfection de surface par voie aérienne, les fameux DSVA. C'est-à-dire qu'on émet dans la pièce un produit qui va, hop, redescendre sur toutes les surfaces. Ce produit va rester un bon moment sur les surfaces, souvent c'est des heures sur la surface pour que ça fasse bien action. Et puis après, eh bien, comme ça, les surfaces sont désinfectées. Et ça désinfecte les surfaces, pas l'air. Et réciproquement, ça fait l'un, mais pas les deux. D'accord? Donc ça, il faut y faire très attention. Et si vous voulez des systèmes qui permettent de désinfecter les surfaces, eh bien, il faut que ces produits aient les normes suivantes. Ça, c'est la norme un peu plus ancienne, ça, c'est la toute nouvelle norme. Mais il faut faire attention à ça. Et ce n'est pas des produits qui font les deux systèmes. Ils font la désinfection des surfaces par voie aérienne, ça ne désinfecte pas l'air pour autant. Alors, au niveau de la climatisation, on a beaucoup de questions au niveau de la climatisation. Eh bien, là, effectivement, la climatisation, ça ne nettoie pas suffisamment l'air, ça va rafraîchir l'air, donc il faut faire rentrer de l'air extérieur régulièrement. Utiliser les filtres les plus performants, si possible des filtres EPA, mais c'est quasiment jamais le cas dans les clims parce qu'il y a des moteurs qui ne sont pas assez puissants pour passer au travers des filtres EPA. Et au minimum, nettoyez très régulièrement ces filtres. Patrick vous en dira peut-être 2 minutes parce que voilà, il y a une petite astuce avec ces systèmes de nettoyage vapeur pour nettoyer les clims et les ailettes, etc. Mais vraiment faire très attention à ça parce qu'à chaque fois qu'on a des filtres, c'est déni possiblement à bactéries et donc il faut y faire attention. D'accord? Mais en tout cas, aux dernières informations, ce n'est pas proscrit. Il faut faire très attention à la façon dont on les utilise. Pour la zone technique, là, je suis désolé pour eux, hein, ils allaient bien ensemble, ils s'adorent depuis des années, ils sont même des fois côte à côte dans des pièces complètement fermées, mais c'est fini. L'idylle entre le compresseur et l'aspirateur, ça, voilà, on ne peut plus. On a des quantités de consoeurs confrères qui se sont rendus compte là avec les recommandations que ce qui était issu, l'air issu directement de l'aspiration qui provient de la bouche du patient est directement réinjecté dans la bouche d'un autre patient, peut-être parce qu'il y a un captage là direct. Ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir ça. Donc, les solutions sont simples, hein. On met dans 2 pièces différentes, on crée des systèmes de captation d'air directement à l'air extérieur où
retire l'air vicié directement à l'extérieur. On peut aussi possiblement utiliser des filtres, et pas 13, en entrée ou en sortie. Voilà. Mais ces filtres EPA, en ce moment, on a beaucoup de mal à les obtenir, bien sûr, toute la terre entière, on les veut en même temps. Mais faites attention à ça, on ne peut pas remettre dans la bouche du patient suivant le Covid qu'on a piqué dans la bouche du patient précédent, ce n'est pas possible. Donc voilà les systèmes. Alors j'ai pris qu'une marque là, mais vous savez qu'il y a bien d'autres marques et c'est des systèmes avec des EPA 13, ça suffit pour ce dont on a besoin. Et puis la salle de stérilisation, ben là je vais être très court sur la salle de stérilisation parce que vous allez comprendre qu'on fait déjà tellement bien les choses en général en cabinet dentaire qu'on n'a rien besoin de plus. Rien besoin de plus. On a une bonne salle de sté, ce n'est pas la meilleure du monde, il y a peut-être des choses à revoir, ok, mais si on a une salle de sté, on a une seule chose à vérifier, c'est à la loupe, ou peut-être pas à la loupe, mais vérifier les notices des différents produits, détergents, désinfectants qu'on utilise. La désinfection, elle doit avoir effectivement une conformité à une norme de virucidie, ce sont les virus qui nous importent beaucoup, la NFEN 14476 que vous connaissez par cœur maintenant. Donc c'est la chose à laquelle il faut prêter attention, c'est en général très fréquemment déjà ce que l'on utilise comme produit dans les cabinets. Donc, voilà, ne vous prenez pas trop la tête à ce sujet-là. C'est en général une pièce où il n'y aura pas des énormes changements à faire. Simplement, vérifier les produits qui traînent dedans. J'en ai fini pour ma part. Ah non, pas tout à fait, mais enfin, ça, c'est juste un tout petit peu de pub, mais vous n'êtes pas forcé de m'écouter. Hein. C'est une petite formation là-dessus qui est complètement gratuite que j'ai fait aussi, si ça vous intéresse. Il y a plein d'informations que je vais mettre aussi par rapport aux recherches que j'ai faites ce soir pour justement ce webinaire avec vous. Là. Et comme c'est gratuit, ben, je peux en parler de toute façon. Et vous aurez plein d'informations encore plus détaillées que ce que j'ai fait ça ce soir. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis à votre disposition si vous avez des questions ou alors on les posera avec Patrick à la fin. Et en tout cas, merci d'être là avec nous ce soir. Et Patrick, si tu veux que je ne sais pas comment tu veux pratiquer, s'il y avait des questions qui étaient à traiter tout de suite ou pas, je ne sais pas. Mon micro. Oui, Philippe, il n'y a pas eu de questions. Tu as été excessivement clair. Donc, tout va très bien. Tu n'as pas de questions pour l'instant. Alors, c'est très bien. Voilà. Je vais retirer mon partage d'écran et puis tu vas pouvoir y aller. Ben oui, j'attends que tu y retiens. Voilà, super. Je vais partager le mien. Ok, je prends ça. Bien. Et là, on y va. Ok. Donc, je prends la suite. Merci Philippe. Merci aussi à Marc de m'avoir invité pour cette petite présentation. Alors, je vais passer sur un côté pratique et mon rôle, moi, c'est l'humain. Donc, je vais essayer là-dedans de vous donner quelques protocoles ou quelques astuces pour arriver à bien vivre avec ce fameux virus. Alors, de toute façon, le seul élément qui change au niveau du laboratoire de stérilisation, donc on a vu avec Philippe, la norme, c'est la 14416, mais elle est déjà bien en place en général, ça va être au niveau des DASRI. Vous vous souvenez que les DASRI, on avait dit qu'il fallait un réceptacle à DASRI dans la salle de soins. Ben là, on va éviter de le mettre à ce niveau-là. On va plutôt le mettre au niveau du laboratoire de stérilisation. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il faudra à chaque fois reocculter les conteneurs de façon à ce qu'on va limiter les évaporations et les diffusions dans l'air. Alors, toujours la gestuelle, elle ne change pas. On doit mettre des gants quand on fait le tri des déchets. On ne le fait pas normalement avec les gants d'examen. Ils ne vous protègent pas assez. Donc, c'est avec ce qu'on appelle des gants MAPA. Donc, c'est toujours le même protocole. On se sort les gants d'examen, on se lave les mains, on fait une friction ici avec une solution hydroalcoolique, puis on met des gants MAPA qui sont plus épais. Et ensuite, quand on sortira les gants MAPA, de nouveau, on se lavera les mains, on fera une friction, etc. Et ensuite, vous respectez bien sûr, le tri dans les bons conteneurs. Pensez aux personnes qui vont les véhiculer, c'est surtout pour eux d'ailleurs. Nous avons vu qu'il y avait une surconsommation de surblouses, de Charlotte et d'habits à usage unique. Alors, les recommandations ont été que si on les laisse pendant à peu près 48 heures dans une poche, ensuite on peut les jeter aux ordures ménagères. Petit instant, excuse-moi Patrick, je vous interromps parce qu'il y a effectivement un petit bruit de frottement et il faudrait que tout le monde ferme son micro, hormis toi qui parles. Oui, ça, j'ai bien compris. J'ai vu passer le message tout à l'heure. Tu avais identifié la personne, a priori. Oui, alors la personne est partie là, ça y est. D'accord, très bien. C'est bon? C'est bon.
Ok. Donc, je disais au niveau de cette surconsommation de produits, tout ça, surtout les surblouses, les charlottes, s'ils sont à usage unique, il y a donc une surproduction du dasserie, donc augmentation du poids du dasserie et des prix que vous allez payer. Il vaut mieux, de préférence, prendre des nouveaux modèles lavables, c'est mieux, surtout qu'elles vont passer plusieurs fois en machine à laver. Et une chose très facile à retenir, le virus est détruit à 56 degrés. Donc, n'importe quel lavage à 60 degrés va tuer le virus. Donc, il ne faut pas hésiter. Si le lavage est réalisé au domicile, bien sûr, il faut ramener tout dans un sac hermétique, mais je vous recommande, dans la mesure du possible, d'investir dans le cabinet avec une machine à laver qui peut sécher éventuellement le linge pour éviter d'aller polluer le domicile. Ensuite, le lieu de stockage doit être désinfecté hebdomadairement après l'enlèvement de tous les conteneurs. L'idéal, si possible, à l'extérieur et dans un conteneur hermétique désinfecté ou une armoire hermétique. Je vous ai mis quelques exemples. Donc ça, il y a des couvercles par-dessus pour éviter donc la propagation. Là, c'est une pièce interne qui a sa propre ventilation et qui sera désinfectée, bien sûr. Il existe des armoires toutes faites que vous pouvez mettre soit dans une pièce, soit à l'extérieur. Ici, c'est à l'extérieur. Il faut identifier toujours le réceptacle avec écrit danger. Ça doit fermer à clé. Là, je vous rappelle, c'était déjà vu dans tout ce qui est les formations sur la stérilisation, comment on doit trier. On ne mélange pas tout ce qui est invasif avec le non invasif. Il y a des conteneurs. Je rappelle aussi qu'il y a une date de fermeture des colis qu'il faut poser, il faut peser ces colis parce qu'en fonction du poids, leur enlèvement a des règles à respecter. Donc, il faut faire très attention là-dessus. On vient de le voir avec Philippe, la norme qui nous concerne à nous pour tous les produits de désinfection de la salle de stérilisation avec les surfaces, les sols, les solutions hydroalcooliques, tout ce que vous voulez, c'est la norme 14-476. Toutes les normes sont représentées d'ailleurs dans cette norme. La 14-885 vous indique toutes les normes que vous devriez avoir sur les produits que vous utilisez dans le cabinet. Alors, le bio-nettoyage. On n'a pas changé grand-chose dans le bio-nettoyage. L'idéal toujours, c'est de passer un balai réservoir type Swiffer pour permettre l'épandage de la solution de désinfection. Je parle des sols, là par exemple, à l'aide des lingettes lavables qui passent en machine. Donc, elles peuvent être nettoyées à 60 degrés. Voilà ce type de balai avec ce type de lingettes lavables qui peuvent passer à peu près donc 40 fois en machine à laver. Et ensuite, bien sûr, il faut avoir la machine à laver, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cabinet, ça serait quand même pas mal. Pénurie, justement, puisque tout le monde s'est équipé de ça. Et moi, comme l'a dit Philippe, je suis un accro du nettoyeur vapeur, pour la simple raison que c'est un produit, je n'utilise aucun produit à l'intérieur, je suis dans le développement durable et c'est le meilleur pour la désinfection, puisque ça monte à peu près à 100 degrés, et je rappelle qu'à 56 degrés, il est détruit. Donc voilà ce type d'appareil que vous pouvez acheter. Par contre, là en grande surface, ce n'est pas un problème. Le seul souci, c'est qu'il ait une capacité de réservoir suffisante parce que pour le re-remplir, il faut attendre qu'il soit froid. Ensuite, toujours au niveau du bio-nettoyage, vous connaissez le classique. On va utiliser donc les produits à la norme 14-476 et on avait toujours la même notion dans le bio-nettoyage. On doit aller du propre vers le sale, du haut vers le bas et de l'arrière vers l'avant. Ça reste toujours d'actualité. On va simplement remplacer les termes du plus propre vers le plus sale par commencer par les zones les moins infectées et finir par les zones les plus infectées. Voilà, c'est tout ce qui va changer au niveau de la terminologie du bio-nettoyage. La procédure, donc je le répète pour les sols, consiste à nettoyer la surface avec un détergent désinfectant pour nettoyer, pour décaper, puis passage à la vapeur pour désinfecter. Ce sont les techniques utilisées dans les services de réanimation des hôpitaux encore à l'heure actuelle. Précautions standards renforcées. Alors, on nous a dit qu'il fallait faire très attention. Donc, on va utiliser une tenue de protection. Donc, c'est les surblouses, les charlottes et les combis ou des combinaisons. Vous allez voir une astuce que j'ai trouvée là-dessus. Ça a été difficile pour se les procurer. Pour ceux qui faisaient de l'implanto, ils avaient la chance d'en avoir quelques-unes. Mais comme ils ont dû les donner aux personnes soignantes en début de confinement, il n'y avait plus rien. Et maintenant, les prix ont explosé. Alors, toujours, je préfère les surblouses lavables qui sont plus économiques que les traditionnelles à usage unique. Ça vaut quand même 7 € la surblouse. Voilà, ce type de blouse comme ça, certaines étaient vendues par les URPS. La charlotte jetable ou le calot lavable. Donc, je rappelle qu'en cabinet dentaire, on n'est pas des gravures de mode, on n'est pas obligé d'acheter des super calots ou quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est de la protection, c'est tout. Et moi, ce que j'ai trouvé de beaucoup plus économique, ce sont des combinaisons de catégorie 3, type 5 ou 6. C'est les combinaisons qui sont utilisées pour les gens qui font du désamiantage. Donc, quand on fait ça, TTC, elles sont à 4,85, donc le prix est imbattable.
évidemment, vous ressemblez à un cosmonaute. Mais ça, ce n'est pas un problème. Je rappelle, on n'est pas là pour faire une gravure de mode. Ensuite, on s'habille très, très vite avec ça et les erreurs d'asepsie, quand on doit la sortir, sont beaucoup moindres. Alors, cette tenue combinaison, donc j'ai trouvé ça, donc non pas en dentaire, mais bien sûr dans l'industriel. Ça me permet un habillage plus vite. C'est un peu transparent, donc dessous, il vaut mieux avoir un tricot de peau et un short, d'accord? Mais l'avantage, c'est que ça fait quand même beaucoup moins chaud que d'avoir la tenue professionnelle, plus la surblouse, plus le tablier hermétique, etc. Elle évite d'utiliser la tenue professionnelle. Elles ont des bandes autocollantes, je vous recommande de ne pas les utiliser parce que d'abord, ce n'est pas franchement justifié et si vous les utilisez, elles sont à usage unique. Donc à ce moment-là, ça devient moyennement intéressant. Elles seront jetées aux ordures ménagères après qu'on les ait lavées, bien sûr. Donc, ça va éviter d'encrasser les tasseries et d'augmenter la charge dasserie. Astuce pour éviter de les scotcher. Ce genre de combinaison, même pour vos surblouses, ça peut exister. On a toujours tendance à avoir la surblouse qui se sort du gant et on a une partie de la peau qui apparaît. Une petite astuce, au niveau de l'élastique, que ce soit de la surblouse ou de la combinaison, vous faites un petit trou de la valeur d'une pièce de 2 €, ce qui vous permet de passer votre pouce. Et quand vous mettez votre gant, eh bien, la surblouse ou la combinaison ne se sortent pas. Voilà une petite astuce qui peut aider. Les FFP2. Alors, le problème des FFP2, c'est pour ça que je l'ai mis, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, l'inconvénient de ces masques qui filtrent davantage que nos masques 3 plis, c'est un appauvrissement en oxygène. Et donc, on va avoir une acidité du sang qui augmente. Et cette acidité, c'est elle qui vous provoque la fatigue ou des maux de tête. Alors, en plus, les prix ont explosé. J'espère que vous avez regardé ça pendant le confinement. Donc, le prix des dasseries augmente aussi. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que vous avez des masques qui ont été multipliés par 10, ce qui est une aberration. Et pourtant, on en avait besoin quand on les avait. J'en ai profité pour vous mettre les normes des masques pour savoir à quoi ça correspond. Alors, le FFP2 en français, c'est la norme EN 5N11. Ça, c'est tout ce qui se fait en Europe. Si vous voyez écrit N95, c'est la norme FFP2 aux États-Unis. Et si vous voyez KN95, c'est la norme FFP2 en Asie. Donc voilà, le masque classique. Vous en avez avec des soupapes. Donc ça, c'est un peu moins sympa pour les gens qui sont autour de vous, parce que si vous avez le virus, vous allez le refiler. Et par contre, j'ai vu différentes qualités. Donc, on avait des masques fournis par les pharmacies. Ça ressemblait plus à du papier à cigarette qu'à des masques. Et j'ai même vu dans ce type de masque quelque chose qui est complètement aberrant. On pensait que c'était des surcoutures qu'il y avait, pas du tout. Et c'est carrément des trous. C'est pour ça que je vous montre bien sur la photo qu'on voit le marron du bureau et de l'autre côté, on voit l'autre partie du masque. Donc, à quoi sert de mettre un masque pour filtrer si on fait des trous comme ça, comme vous le voyez sur le masque complètement à gauche, pour que l'air passe? Évidemment, on respire mieux, mais on respire aussi le virus. Alors, ce que j'ai voulu à chercher, vu le prix pharaonique de ces masques, etc., et moi, j'en avais besoin de 4 par jour, entre 2 pour moi et 2 pour mon assistante, je me suis tourné vers d'autres systèmes et j'ai trouvé un système, alors on va être encore moins joli, un peu plus cosmonaute, mais vachement plus économique dans le temps. C'est le système EPI respiratoire de chez 3M, le Versaflow. L'avantage, en même temps que vous avez ce masque, vous avez un petit flux d'air qui arrive, un filet d'air, donc pas de buée. Et en plus, vous n'avez pas chaud dessous parce que ça rafraîchit. Ensuite, la visière est déjà en place, donc ça vous évite d'acheter la visière et elle vous permet le port des lunettes ou des loupes. Le filtre qui est dans un moteur auxiliaire, vous allez le voir, c'est un filtre TH3, donc en vérité, c'est un filtre l'équivalent d'un FFP3. La durée de ce filtre est de 2 mois et une boîte de 5 filtres, autrement dit qui va vous faire l'année, c'est 180 € TTC pour un an. Donc franchement, quand je vois ça, par rapport à ce qu'on nous a fait payer les autres masques, je préfère ce système-là. Je vous ai mis un petit rappel, j'ai été gentil, j'ai compté des FFP2 à 3 €, d'accord, ce qui est loin d'être le cas, ça fait quand même 1440 si on devait le porter toute l'année. Le moteur de cet appareil Versaflow, c'est un petit moteur dorsal léger, peu bruyant. Je suis d'accord avec Philippe, il ne faut pas que ça rajoute du bruit, avec une batterie rechargeable, mais il a quand même une autonomie de 10 heures en continu. Et les déchets aux dasseries sont l'équivalent d'une petite languette de coton que vous jetez donc aux dasseries une fois tous les 2 mois. C'est ce système-là. Donc, c'est une sorte de cagoule que vous avez. Et dans cette cagoule, vous avez relié par un tuyau un petit moteur dorsal que vous mettez à charger. Je répète, c'est vrai que ça peut être impressionnant, mais le confort est incomparable. Et ça vous permet de mettre vos lunettes sans aucun problème. Voilà. On doit rajouter aussi dans les EPI la visière, pour nous.
Alors, la visière, ben, quand on a la Charlotte ou quoi que ce soit, ce qui est l'idéal, ça serait d'avoir la visière en serre-tête et amovible. Et on est en train de calculer, essayer de mettre au point des systèmes de visière comme ça, avec une autre forme qui permettrait de la mettre au patient pour limiter tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec Philippe dans l'espace, et ça serait limité aux patients. Mais on n'a pas encore trouvé l'élément idéal. Alors ensuite, ben, on est en démarche qualité. Donc en démarche qualité, on écrit des procédures. Donc ça, c'est la procédure d'habillage. Par exemple, ce qui est important à retenir, pour les femmes, pas d'ongles courts, enfin il faut des ongles courts, pardon, pas de vernis et des cheveux courts ou attachés. Pour les hommes, pas de barbe, pas de moustache, un rasage quotidien, sinon on perd l'herméticité des masques FFP2 et les cheveux courts si possible. Donc, au niveau de l'arrivée dans le vestiaire, vous arrivez en tenue de ville, la première chose que vous allez faire, c'est vous laver les mains et vous allez mettre en place votre masque FFP2. Et ensuite, vous allez faire tout le reste avec ce masque déjà en place que vous ne sortirez que pour le repas de midi, c'est quand vous aurez fait la pause de midi. Et ensuite, vous en remettrez un l'après-midi, vous le sortirez que le soir. Un masque FFP2, ça ne se touche pas. Donc, quand vous l'avez, ben, vous êtes parti avec. Ensuite, donc les EPI, je vous ai mis les deux types d'EPI. Soit vous mettez la combinaison, c'est fait en un quart de tour, soit vous ne mettez pas la combinaison, ben, vous vous équipez avec votre tenue de travail et vous rajoutez sur blouse, Charlotte, etc. Ensuite, quand vous avez tout reposé, vos vêtements de ville, etc., vous pouvez mettre à ce moment-là, vous pouvez refaire une friction hydroalcoolique et tout ça en sortant du vestiaire et en nettoyant notamment les poignées de porte ou quoi que ce soit. Voilà. Pour se déshabiller, alors là, comme je l'ai fait pour le bio-nettoyage, parce que j'étais au bio-nettoyage, j'ai rajouté les gants MAPA, bien sûr, qu'on voit en bas de la figure, la souris, voilà. Ce que vous voyez ici, ça ne vous concerne pas vous, ça c'est pour les personnes quand elles vont faire le bio-nettoyage. Pour l'autre côté, quand on a fini, donc quand on doit se déshabiller, la grande idée à retenir, c'est qu'on sort le masque FFP2 quand on quitte le cabinet. On ne le sort pas avant. Voilà, c'est en cas d'épidémie, c'est l'élément à retenir. Et bien sûr, on se lave les mains le plus possible au fur et à mesure que l'on sort les EPI et qu'on va prendre ses vêtements, etc. Voilà, ça, c'est les procédures qu'il faut retenir, qui sont faciles à écrire et ça sera développé quand on fera la formation à la SOP. Je vous apprendrai à écrire ce genre de procédures qui ont un énorme avantage par rapport à des pages de texte, c'est qu'elles sont facilement affichables et le personnel, les salariés peuvent les suivre très facilement puisque toutes les figures sont explicites. Alors, l'épuration dans la salle de soins, on l'a vu tout à l'heure avec Philippe, je le mets simplement pour vous donner quelques petites astuces. Alors, je suis d'accord avec lui, les localisateurs d'Apex, les appareils d'endo mécanisés comme le réciproque ou autre, les lampes à photo polymérisées, tout ça, ça sort du plan de travail. Pensez qu'entre deux patients, l'assistante doit aller rapidement désinfecter la surface de travail. Pas de flacon ni de porte-coton. Alors, les boîtes de gants et les boîtes de masques, surtout les boîtes de gants, j'ai trouvé une astuce que je vais vous montrer, que je fais depuis des années. On va fixer au mur au maximum tout ce qui est distributeur de façon à libérer le plan de travail. Donc, par exemple, vous avez là des supports. Comme vous pouvez voir, dans un distributeur de rouleau torque, le papier que l'on peut avoir en rouleau, eh bien, en vérité, une boîte de masques rentre parfaitement à l'intérieur. Vous la découpez sur le côté et vous pouvez tirer vos masques au fur et à mesure. Donc, ils ne sont pas sensibles à la poussière et ils ne prennent pas de place sur le plan de travail. À côté, c'est une solution hydroalcoolique, pareil, de format industriel qui est beaucoup plus pratique que les petits flacons qu'on achète à droite et à gauche. Ensuite, les distributeurs torques, voilà, vous voyez encore du côté de l'assistante, elle a son distributeur de gants. Les malaxeurs, sachez que les malaxeurs à silicone sont gratuitement disposés sur le mur. Vous demandez le support mural, ce qui vous libère encore plus le plan de travail. Le porte-gobelet, les bords du gobelet ne sont pas pollués, donc ça risque rien comme ça. Et à côté, c'est le vrai distributeur de papier torque pour pouvoir nettoyer avec le pchit qui sert bien. Parce que n'achetez pas de produits prêts à l'emploi. Les produits prêts à l'emploi, vous achetez de l'eau. Donc, on achète un produit que l'on dilue et ensuite que l'on passe. Voilà, malaxeur à silicone, c'est ce qu'on a vu là. Voilà. Et le papier torque, pour ceux qui ne connaissent pas, l'avantage du papier torque, c'est qu'il est biodégradable, il ne se délète pas quand vous le mouillez, alors que vos lingettes sont incinérables, ce qui est un peu plus embêtant. Et surtout, elles contiennent de l'alcool, ce qui nous gêne. On l'a vu tout à l'heure dans la salle de soins, le protocole, l'idée, c'est de ne pas ouvrir les tiroirs, du moins pendant qu'on travaille, ça c'est interdit, mais même, on va essayer d'éviter, à cause des suspensions qui pourraient être génératrice de la maladie, on va éviter d'ouvrir les tiroirs. Donc, le mieux, c'est de travailler avec des tubs et des cassettes. Donc, on essaye de préparer le tub par rapport aux actes qu'on va faire. Et voilà, par exemple, un tub en chirurgie, un tub en prothèse. Et on va faire des séquences de tubs par rapport à la journée. Et comme ça, on les met dans l'ordre dans lequel on va les utiliser. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bien. Et bien sûr, ce rangement n'est pas dans le cabinet. Ce rangement est, par exemple, dans le laboratoire de stérilisation.
On peut aussi utiliser des cassettes qui vont limiter le nombre d'instruments, etc. et qui sont plus faciles, entre parenthèses, à tracer. Mais là, pour l'instant, la traçabilité, c'est le cadet de vos soucis. Ensuite, et surtout, le plus important, c'est d'utiliser les dispositifs à usage unique. Alors, je répète, à ce niveau-là, les gens pensent que les dispositifs à usage unique sont polluants. C'est une erreur totale. En vérité, ils sont excessivement bien traités, recyclés. Ça sert pour la construction des routes et en cimenterie, alors que tous nos produits de stérilisation polluent les rivières et polluent les cours d'eau. Donc, franchement, l'usage unique, c'est nettement mieux. Et en plus, il y a la sécurité, pas de contamination croisée possible et du temps de stérilisation gagné. Alors, il y a des tas de choses. Vous avez des instruments que vous connaissez. N'achetez pas des paquets complets avec 4 instruments dedans si vous devez vous en servir que d'un, que du miroir, par exemple. Donc, n'arrêtez pas de bien disperser ces instruments et de demander des conditionnements indépendants. Vous voyez aussi la canule d'aspiration chirurgicale type dure-dental qui en vérité est stérile et à usage unique, très peu cher, et donc ça gagne du temps en stérilisation. Ce qui prend le plus de temps en stérilisation, c'est de gratter les canules chirurgicales. Vous avez les systèmes de digue aussi, ça c'est chez Ivoclar. L'avantage, vous économisez le cadre. Le cadre est directement compris à l'intérieur, et avec le widget, ça peut vous éviter, par certains endroits, d'utiliser des clampes. Donc on va limiter aussi le matériel de stérilisation. J'ai trouvé des sondes de parodontal à usage unique, donc aussi ça c'est pratique. Vous avez aussi du papier articulé avec une armature en plastique que l'on voit ici, cette petite armature en plastique qui m'évite d'utiliser les pinces de Miller, ce qui m'a permis de sortir les pinces de Miller des cassettes. Vous avez les turbines à usage unique. Alors, l'idée, ce n'est pas bien sûr de tailler une couronne avec une turbine à usage unique, ce n'est pas fait pour ça. Les turbines à usage unique peuvent éventuellement servir en prothèse, en chirurgie pour faire une séparation de racines ou pour ouvrir une table osseuse sous spray. Mais c'est les turbines qui coûtent 8 €. Ce n'est pas très très cher, mais il n'est pas question de travailler tout avec les turbines à usage unique. Et enfin, les porte-empreintes de prothèses. Mais les porte-empreintes de prothèses, il en existe de différentes formes et c'est beaucoup plus pratique d'ailleurs pour tout ce qui est implanto puisqu'on va pouvoir percer directement le porte-empreinte, ce qui est quand même plus économique. Et ensuite, ça vous permet aussi d'avoir vos propres porte-empreintes sans contamination croisée parce que ceux qui sont en métal, très souvent, ils disparaissent et vous ne les retrouvez plus. Et il existe même des contre-angles, ça c'est un contre-angle de prophylaxie à usage unique. Alors, on a vu tout à l'heure avec Philippe, il faut épurer la salle d'attente. Alors, le protocole, on l'a vu tout à l'heure, il faut dépouiller, pas de décoration, pas de revue. Une chef, pas praticien, il a déjà dit. Nettoyer les poignets régulièrement avec la même solution que vous utilisez en surface, celle que vous utilisez en surface pour nettoyer vos plans de travail, etc. La salle d'attente doit être désinfectée. Donc, normalement, si vraiment on est une période forte de virus, ça va être désinfecté le midi et surtout le soir. Mais autrement, le soir, ça suffit. Et donc, toujours pareil, on va utiliser le détergent désinfectant, puis après l'appareil vapeur. Ou si vous n'avez pas d'appareil vapeur, mais que vous avez, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, ces appareils qui vont faire une brumisation d'un désinfectant de surface, style Noco Spray, etc., ou l'automatiseur de chez Sani Suisse, vous lancez l'appareil et quand vous revenez 2 heures après, en général, ou une demi-heure après, pour celui de Sani Suisse, la pièce est désinfectée, du moins le sol est désinfecté. Il faudra prévoir de mettre une poubelle à ouverture à pied pour les gens qui voudraient jeter leurs gants ou leurs masques quand ils arrivent. Prévoir, quand je suis d'accord avec Philippe, des masques 3 plis pour les étourdis qui les ont oubliés. Un distributeur de mural de solutions hydroalcooliques à l'entrée. Le conseil, c'est de le mettre mural, sinon ils vont vous le tirer. Et pour les affiches d'information, comme on a vu tout à l'heure avec Philippe, on ne les met pas dans un joli cadre ou quoi que ce soit, on les plastifie, on les colle avec des scotch double face. Alors, on l'a vu tout à l'heure, dans les procédures, personne dans la salle d'attente. L'idéal, quand vous avez la chance, comme moi, d'avoir un parking, les personnes attendent dans leur voiture et on leur envoie un SMS pour qu'ils passent dans le sas. J'ai un sas d'entrée et à ce moment-là, on peut rentrer directement dans le cabinet. C'est le problème pour les patients, notamment les accompagnants des enfants ou les accompagnants de personnes handicapées. C'est toujours un problème. Si on a la possibilité de les renvoyer au parking, ils revont au parking. Sinon, s'ils restent dans la salle d'attente, c'est avec parcimonie et bon escient. Et en plus, ils ne rentrent pas dans la salle de soins. Voilà. Ensuite, les accompagnants, si possible, donc, on prévient et on informe aussi lors de la prise de rendez-vous que les toilettes ne sont pas accessibles. On a mis carrément une pancarte dessus pour ne pas être embêté avec ceci. Alors, la sécurité des salariés, on l'a vu tout à l'heure avec Philippe et son hygiaphone. On ne va pas dire hygiaphone, on va dire le protège-gouttelette, on va dire, par exemple, ou postillon. Le secrétariat, donc,
il faut quand même aider à nettoyer cette pièce. Très souvent, un secrétariat, c'est encombré. Donc là, on va faire en sorte de dégager au maximum tout ce qu'il y a sur le bureau. On va limiter les documents papier et passer plutôt en numérique, si c'est possible. On peut utiliser des claviers et des souris désinfectables. Vous n'êtes pas obligé d'acheter pour le secrétariat ces fameux claviers avec une dalle de verre. Ça, à la limite, c'est pour le cabinet, pour la salle de soins ou une salle d'implanto. Mais ici, le clavier et la souris désinfectable avec un film plastique par-dessus, ça suffit amplement. Mise en place de la barrière plexiglas, donc on l'a vu tout à l'heure. La secrétaire doit avoir elle-même une solution hydroalcoolique pour pouvoir se désinfecter les mains si elle a dû prêter son stylo parce qu'on a demandé aux gens de venir avec leur masque et leur stylo. Elle porte un masque 3 plis qu'elle doit changer toutes les 4 heures. Alors, pour la sécurité, donc, je répète, le patient doit venir avec son masque, sa carte vitale, bien sûr, et son stylo, si possible. On va privilégier le numérique, ordonnance, devis, facture, rendez-vous, tout ça, c'est par SMS ou par mail, ça marche très, très bien. Les lecteurs TPE doivent être désinfectés après chaque patient ou recouverts de ces fameux films en plastique qui sont changés régulièrement. On va privilégier les règlements par carte bleue et sans contact pour les sommes notamment inférieures à 50 €, puisque c'est passé en automatique dans les cabinets sans que vous fassiez quoi que ce soit. Si votre lecteur était compatible, je me suis retrouvé le 11 mai avec un lecteur capable de faire 50 € et pourtant, je n'avais pas demandé quoi que ce soit. C'est le patient qui manipule ses cartes puisqu'elles sont de l'autre côté de l'hygiaphone. Il manipule sa carte vitale et la carte bleue et on réalise ses frictions hydroalcooliques et tout ça s'il doit utiliser notre stylo et s'il doit taper sur le code. Alors, les rendez-vous, on est d'accord, c'est uniquement par téléphone. On va essayer de se caler sur les différents groupes qui ont été faits, donc par l'ADF, qu'on va voir juste après. Grosso modo, chez nous, nous avons fait comment? Quand on fait un questionnaire médical, on s'est contenté de faire ce qu'il y a dans cette partie-là. On pose déjà ces questions par téléphone. On pose la première question, avez-vous de la fièvre? Toussez-vous? Avez-vous le Covid-19? Ça pourrait être le cas. Est-ce que vous avez une perte du goût, de l'odorat? S'il répond oui, on l'adresse à son médecin traitant. On ne veut pas le voir. S'il dit non, on passe à la question suivante. À quelle date avez-vous été guéri officiellement? Avez-vous été en contact avec des personnes atteintes du Covid? Ce qui nous permettra de le voir. S'il nous dit oui, à ce moment-là, on mettra un rendez-vous pour être tranquille à 21 jours. S'il n'y a pas de problème, donc on ne connaît pas tout ceci, tout ça, eh bien, on dit à ce moment-là, le rendez-vous sera OK parce que ce sera un patient comme les autres s'il n'a pas eu ces problèmes. Ensuite, on va répondre aux différentes questions que vous connaissez. Nous avons simplement fait rajouter la phrase que l'on fait signer au patient comme quoi il déclare avoir aujourd'hui, ne pas avoir le Covid-19 aujourd'hui, s'il y pense, s'il est sûr de lui, parce qu'on ne sait jamais, les tests n'étant pas encore fiables, mais au moins pour nous, c'est une sécurité qui nous a affirmé qu'il n'avait pas le Covid quand il est arrivé dans le cabinet. Alors, les groupes selon l'ADF, donc on avait le groupe A où ça risque rien, le groupe B, ce sont les patients qui sont potentiellement à risque, mais qui ne l'ont pas. Ensuite, on a ceux qui ont eu les symptômes, etc., et qui ont été guéris, et il y a ceux qui sont vraiment avec les symptômes. Donc, c'est ces groupes A. C'est pour organiser vos plannings au niveau des agendas. Donc, le groupe A où ça risque rien, c'est des rendez-vous classiques. Le groupe B, on va les mettre plutôt en début de vacation, en début de matinée ou début d'après-midi. Les groupes C et D, on va positionner les rendez-vous urgents en fin de vacation pour éviter de polluer les autres patients, même si on fait attention à la désinfection. Et les rendez-vous non urgents, bien sûr, sont à reporter, notamment les détartrages et compagnie. Voilà, toujours la visière, ça c'est bon. Alors, ensuite, la procédure au niveau de l'accueil. Nous, au niveau de l'accueil, donc le patient, on ouvre la porte, on l'appelle par SMS. Quand il arrive dans le cabinet, ici, il nous appelle, ce qui nous permet de marquer dans l'agenda qu'il est arrivé. Ensuite, c'est moi en général qui vais le chercher ou la secrétaire. On va chercher le patient, on le fait rentrer dans le SAS. Il doit mettre son masque. S'il en a pas, on lui fournit. Ensuite, il va faire sa friction hydroalcoolique et il va laisser ses habits, son sac, en ses habits, bien sûr, son manteau, juste. On évite aussi tout ce qui est écharpe, casquette, enfin des trucs qui ne servent pas à grand-chose. On leur demande de venir avec le minimum d'habits. Et on laisse tout ça, nous, au secrétariat, sur un cintre, sur un porte-manteau pour éviter de le promener dans le cabinet avec. Ensuite, on va lui faire signer le questionnaire médical que vous avez vu précédemment. Il met sa carte vitale lui-même dans le TPE et la secrétaire, pendant que moi je pars avec le patient pour le soigner, la secrétaire va compléter le dossier informatisé. Voilà, ça c'est le protocole à l'arrivée du patient dans le cabinet.
Pour repartir, je reviens avec mon patient au niveau donc du secrétariat. Elle va réaliser l'administratif, les ordonnances, etc. Elle va faire effectuer le paiement des honoraires. On a plusieurs possibilités chez nous. Elle va imprimer les reçus d'honoraires qu'on envoie par PDF. Elle va prendre le prochain rendez-vous avec le patient et pendant ce temps-là, pendant que le patient va, par exemple, décider du prochain rendez-vous, elle va appeler le patient suivant pour qu'il attende dans le SAS pour que je puisse le récupérer après. Voilà, encore une fois, en démarche qualité, comme il est facile de faire les choses, quand on écrit les procédures, il n'y a plus qu'à les suivre et les faire évoluer. Voilà, c'est tout pour ma part. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Philippe, on ne vous entend pas. Vous êtes en muet. Pardon, je m'étais muté, voilà. Il y a une consoeur qui voulait revoir ton questionnaire médical, donc je ne sais pas si tu as encore oui, ton… D'accord, oui, je peux y aller, oui. Et le puis système après, j'ai 3 questions. Le système 3M, c'est ça? Non, le questionnaire médical. Ah, mon questionnaire médical, très bien. Bon, j'arrive sur le questionnaire médical. Voilà, c'était juste là, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, voilà, je vais te le proposer. Voilà. Ah, il faut que je partage l'écran. Le problème, c'est que vous ne le voyez pas là. Alors, attends, je partage l'écran. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que je l'aie par là, sinon je ne passe pas. Je vais réduire ça et je vais partager l'écran. Voilà, partager l'écran ici. Voilà, donc je reviens là-dessus. Voilà, et là, je vais le mettre en plein écran. Est-ce que tout le monde le voit? Oui, là, c'est bon. Le voilà. Donc, écoute, ça, je pense que ça va faire plaisir à la consoeur qui voulait revoir ton questionnaire. C'est déjà gentil, merci pour elle. Après, j'avais un ou deux trucs là. Le Versaflow, c'est très bien, mais l'air expiré n'est pas filtré. C'est un peu le principe, effectivement, des masques FFP2 qui sont à clapper, quoi. Alors, l'air est filtré au niveau du moteur. Hein. Non, là, il y a une confusion. L'air, je vais remontrer, parce que je dois l'avoir là aussi. Je vais vous montrer, l'air est filtré au niveau du moteur. Hein, puisque j'avais parlé qu'il y avait des filtres à changer qui durent 2 mois. D'accord? Donc, je reviens dans les… Pour l'air expiré ou pour l'air inspiré? Pour l'air inspiré. Oui, et là, le confrère disait c'est pas gênant que l'air ne soit pas filtré à l'expiration. C'est un petit peu le problème des FFP2. Tu sais que le problème des FFP2, ça protège le praticien, mais si le praticien est contaminé, il va contaminer les autres personnes. Les masques ne fonctionnent que dans un sens. Hein. Donc, ce n'est pas pire qu'un FFP2. La différence, elle est là. J'essaye de le trouver. Voilà, il est là. Donc, ici, c'est dans le moteur. Alors, est-ce que ça part… Je partage mon écran. Très bien. Donc, en vérité, les systèmes de filtration sont situés dans le moteur Versaflow. Ah, je reviens. Dans le système Versaflow. Donc, il y a le filtre. Alors, ça filtre effectivement tout l'air. L'air est rejeté en même temps qu'il revient. Tout passe par le tuyau. Donc, c'est retraité ensuite au niveau de la machine. Hein. Ok, écoute, un problème que l'air… Dans les deux sens, ça, je pense que ça va rassurer notre confrère. Voilà. Hein. Je résume bien là-dessus. Donc, moi, l'essentiel, c'était de remplacer un FFP2 qui contraint, qui baisse l'oxygène, qui fatigue et qui fait mal. Je ne sais pas pour vous, mais en général, les oreilles, elles en prennent un max et le nez, il en prend un max aussi. Avec ça, vous êtes libre. La différence, elle est là. Bien sûr, ils ont été très rapidement en rupture de stock. Hein. Surtout qu'ils ont gardé pour les États-Unis en priorité. Alors, après, j'avais une chose ou deux qui est en rapport avec effectivement ta partie. Enlever le masque FFP2 en quittant le cabinet. On ne peut pas déjeuner sur place. En fait, ça, je pense que c'est très simple. On peut déjeuner sur place, mais on change de masque. Oui. Ce que je voulais dire, c'était en quittant le cabinet. Oui. Pour le déshabillage, bien sûr, pour le midi, ça va être au niveau du vestiaire qu'on va le quitter, ce n'est pas un problème. Ce que je voulais dire, c'était il ne faut pas le sortir de suite et puis commencer à se changer ou quoi que ce soit dans l'ambiance, puisqu'on a encore eu les EPI, que les EPI sont dans la pièce, on sort le masque FFP2 juste avant de sortir de la pièce, pas forcément en quittant le cabinet, hein. C'est en sortant de la pièce pour après aller manger. On se lave les mains et ensuite on va manger. Ok, après il y avait une question, évidemment la digue, on ne peut pas la mettre pour le détartrage. On la met le plus souvent. Il y a les extractions aussi, tu ne peux pas le mettre pour l'extraction. La prothèse, ça va être difficile aussi. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'essayer de développer quelque chose qui pourrait permettre de limiter les projections provenant de la bouche du patient. Mais pour l'instant, c'est dans des phases de recherche.
on fait plutôt attention à bien mettre l'aspiration chirurgicale. Alors, il y a une question là qui est juste en relation avec ça. Est-ce que tu sursois tes détartrages là actuellement? Oui, dans la mesure du possible, oui. Bon, c'est vrai que comme tout le monde, dans des cas de paro avancés, etc., où on s'est engagé à voir le patient régulièrement, c'est délicat de lui dire, ah ben, il avait pris l'habitude de venir tous les 3 mois ou tous les 6 mois, et c'est difficile de lui dire, ah non, mais là, vous allez attendre encore 4 ou 5 mois, alors qu'on était dans la période où on devait le faire. C'est un petit peu délicat. Mais bon, ce que je fais, c'est que je n'utilise absolument plus le polisseur, parce que moi, j'aimais bien utiliser l'airflow. Donc ça a été banni. Et puis, bon, on fait très attention. C'est moi-même qui tiens l'aspiration en même temps que je détarte pour suivre vraiment mon instrument et récupérer le maximum du nébuliseur. OK. Il y avait une question sur les épurateurs, rafraîchisseurs type Dyson, etc. Bonjour Catherine au passage là. Bon, c'est pas forcément des systèmes qui sont parfaits pour le cabinet. Il faut faire attention aussi au volume que ça traite. Voilà. Alors, le problème majeur de ces systèmes-là, c'est que tout est centralisé. L'aspiration se fait à un endroit, l'expiration très proche. Et au niveau circulation dans la pièce, malheureusement, ces petits systèmes, eh bien, généralement, ce n'est pas suffisant pour brasser complètement l'air dans une pièce entière. Surtout et je dans le cabinet, il y a des meubles, il y a des trucs… Ils ont des filtres EPA H11, donc ils ne sont pas suffisants de toute façon. Oui, alors ça, encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la filtration, c'est très simple d'obtenir quand même des bonnes qualités de filtration. Mais le problème majeur, c'est qu'il n'y ait pas des zones du cabinet qui ne puissent pas être correctement traitées parce que le système n'est pas fait pour. Il y a des systèmes quand même avec Il y a deux systèmes que j'ai vus, je t'en ai déjà parlé. Il y a 2 systèmes que j'ai vus. Un qui est utilisé dans les hôpitaux qui s'appelle le INEO 600. Le INEO 600 de Natura Santé ou un truc comme ça. Ça, c'est un filtre avec un filtre ULPA 15. Et relativement sérieux, mais c'est un appareil d'hôpital, donc attention, dès que c'est hôpital, ça coûte cher. Et l'autre, c'est un que j'ai depuis des années et qui est reconnu pour l'instant, c'est le Beware, c'est la société Beware qui avait fait ça, c'est le BW60L, la version A3, version 3. Ça, c'est des appareils qui travaillent en présence humaine et qui permettent de travailler en permanence. Rien ne remplace l'ouverture de la fenêtre régulièrement entre les patients, etc. C'est le mieux. Alors, il y avait, tu peux regarder aussi les petites questions, il y en a qui te… Alors, attends, j'arrive, je quitte mon écran parce qu'il n'y a plus besoin, je pense, du… Voilà, alors les questions, voilà. Il y a peut-être des choses qui peuvent t'intéresser aussi. Alors oui, alors après, il y avait des choses sur les bandes. La prise de rendez-vous par Doctolib, c'est très simple, ça a été supprimé. Voilà, le problème, il est clair. Jusqu'en septembre, Doctolib, niet. D'accord? Donc, les gens téléphonent au cabinet et on donne les rendez-vous. Sinon, ils se mettaient n'importe où pour n'importe quoi, avec notamment les détartrages, et c'est beaucoup plus fatigant d'être obligé de les rappeler pour leur dire non, on ne fait pas de détartrage pour l'instant. Donc, on a résolu le problème, même si je suis sous Doctolib depuis plusieurs années, on a désactivé le Doctolib au moins jusqu'en septembre. Les gens téléphonent au cabinet et on gère comme ça. Tu as bien raison. Comme ça, au moins, tu as vraiment les gens qui… J'ai la main là-dessus. Et les gens qui se présentent aussi au cabinet sans rendez-vous sont refoulés, c'est écrit sur la porte. Vous êtes obligé de prendre un rendez-vous, point final. C'est normal. Alors après, il y a une chose, et on a souvent cette question sur effectivement les vannes bouches. Alors là, il y a eu quand même pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus, oui. Et malheureusement, là, j'en ai discuté avec Florian Laurent, là, qui a été vraiment la cheville ouvrière de tout ce travail qui a été fait pour la profession pour justement sortir ces préconisations, là, ces recommandations. Il a beaucoup travaillé, il y a un groupe de travail qui a bossé avec lui, ils ont fait une publi au niveau de l'idée pour l'instant, mais ça va être publié dans un autre journal par la suite. Il n'y a pas de choses fortes, nettes sur la bétanine, c'est mieux que les différents bains de bouche qu'on a l'habitude d'utiliser, etc. Il y a plein de on-dit, mais les preuves scientifiques ne sont pas complètement là. Par contre, un bain de bouche habituel, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Tu es d'accord avec moi, Philippe? Un bain de bouche habituel, c'est 70% de la charge microbienne réduite. Oui, enfin là, malheureusement, c'est le virus qui nous intéresse. Un bain de bouche à la chlorhexidine, et c'est déjà pas mal. Oui. Et le problème, malheureusement, c'est que c'est dans la bouche. Mais le virus, il est aussi beaucoup, juste un tout petit peu plus loin. Et dès que l'on re-respire,
on fait revenir du virus. Exactement. Après, voilà, il n'y a pas de choses qui sont complètement avérées pour l'instant, donc je n'ai pas de réponse. Ce que l'on sait aussi, Philippe, c'est que le virus voit sa propagation augmenter si la charge microbienne est élevée. Les deux se cumulent. Donc, c'est pour ça que si on peut diminuer la charge microbienne, on n'atteint pas le virus avec le bain de bouche, mais on peut diminuer la charge microbienne, ce qui va moins faciliter son transfert. Alors, il y a une question là un petit peu, bon, est-ce qu'effectivement il faut être isolé quand on change, les assistantes en J'ai profitent? entendu l'autre qui papotait ensemble ou quoi que ce soit, elles attendent un peu, hein, c'est un problème. Ou alors elles apprennent avec une caméra, elles parlent avec la caméra, mais je ne vois pas l'intérêt de mettre une caméra dans le vestiaire. Mais non, je suis désolé, non, on ne peut pas se déshabiller à plusieurs, quoi. Alors, il y a une question, mais là, normalement, tout est déjà indiqué dans les recommandations. La durée minimale entre deux patients, quand il y a des actes aérosolisants, ça reste 15 minutes d'aération avec une fenêtre ouverte. Alors, quand il ferait froid… Donc, nous, on a des tranches, je ne sais pas ce que tu fais. Voilà, je ne sais pas ce que tu fais. Moi, j'ai des tranches d'1 heure, 1 heure et demie, 3 quarts d'heure. Là où il y avait une demi-heure, c'est 3 quarts d'heure. Là où il y avait 1 heure, c'est 1 heure et quart ou 1 heure et demie. On a fait comme ça, quoi. On voit moins de monde. Et ça, c'est déjà écrit dans les recommandations. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vois qui dit bain de bouche dit crachoir. Alors, bien sûr, on condamne le crachoir. D'accord? Personnellement, j'ai un crachoir dans le cabinet. On a résolu le problème. On fait faire le bain de bouche et les gens recrachent dans un gobelet. Ou vous avez des systèmes d'entonnoir sur l'aspiration. Les gens crachent dans un entonnoir comme vous voulez. Mais il faut nettoyer l'entonnoir à chaque patient, donc c'est quand même assez embêtant. Le coup du gobelet, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Mais le crachoir est condamné, oui. En période d'épidémie, c'est condamné. Voilà, on a fait à peu près le tour des questions là. Alors, tarification. Aucune tarification de surcoût, c'est strictement interdit pour notre profession. Nous, on n'est pas des coiffeurs. Alors, il y avait une question aussi qui était déjà revenue tout à l'heure. Là, malheureusement, je l'avais peut-être laissé passer. Ne faut-il pas mieux désinfecter la carte vitale plutôt que de la laisser le patient l'insérer et donc souiller le lecteur? Oui, alors, il va la souiller à l'intérieur. Bon, faut pas non plus psychoter, d'accord? Il a déjà nettoyé ses mains. Quand je vous rappelais, dans la procédure, il a nettoyé les mains en rentrant. Donc, il avait déjà les mains plus propres. Et il met sa propre carte. Oui, on ne va pas désinfecter non plus 50 fois ni la carte bleue, ni la carte vitale. Bon, à mon avis, il ne la lèche pas, donc ça risque rien, quoi. Échanger sur blouse entre chaque patient si et seulement si il y a des actes aérosolisants. En ODF, ce n'est pas la majorité des cas. Non, on est bien d'accord. Donc, on peut utiliser la surblouse pour plusieurs patients à la condition… Alors, pour nous avons résolu le problème. On a plusieurs combinaisons. Et si jamais on doit les changer, ce n'est pas un problème. Comme elles passent en machine, on a tout un stock de combinaisons qu'on peut changer très facilement. Ouais. Alors, justement, où trouver ces combinaisons là, la question? Alors, il y a plusieurs sites sur Internet. Donc, je pourrais communiquer l'adresse de là où je les ai achetés, si vous voulez. Je pourrais vous le communiquer. Je dois l'avoir sur un PowerPoint, mais enfin bon, je pourrais communiquer ça par mail, quoi. J'ai fait des recherches. J'ai passé mes 2 mois de confinement à me promener sur Internet. C'était impressionnant. On n'a pas chopé une question, Patrick, là, sur l'AeroShield. Sur l'AeroShield. Oui, c'est le système, effectivement. Avec l'aspirateur, qui est un gros aspirateur qui aspire de près le visage, c'est celui-là? Je ne crois pas que ce soit celui-là. Je crois que c'est les systèmes un petit peu… Enfin, je sais pas. Je pense que celui-ci, l'AeroShield, il me semble avoir vu, ils ont fait une sorte de gros aspirateur sur traîneau, d'accord, avec un bras amovible et au bout du bras, tu as une sorte de gros entonnoir que tu mets à proximité de la tête du patient. Oui. Je l'avais mis en photo. Quand on a échangé tous les deux, je te l'avais mis en photo. C'est celui-là, à mon avis, l'AeroShield. Alors ça… La pub est passée sur Internet. C'est pour ça qu'ils connaissent le système. Si effectivement, c'est le système qui est cité… A priori, l'idée est bonne, c'est-à-dire qu'on capte vraiment à la production les aérosols. Encore une fois, effectivement, plus on les capte tôt, mieux c'est. Après, il ne faut pas que ce soit non plus une usine à gaz, que ce soit d'un point de vue ergonomique, incommode, etc. On a le praticien, on a le patient, on a l'assistante, on a ça en plus, ça commence à devenir compliqué. Et en plus, ces choses-là. Et si le patient est claustrophobe, tu es mal parti aussi. Le distributeur, j'y réplique au pied. Pourquoi? Nous, ils le font avec le coude.
Alors, je n'ai pas un truc électrique, j'ai un bio, c'est-à-dire on appuie dessus pour avoir le liquide. Et donc, quand il arrive, à ce moment-là, il appuie avec son coude. Normalement, là où il a toussé, non, je plaisante, il appuie avec le coude et il récupère la solution. C'est plus simple. Mais on n'est pas obligé d'acheter, là aussi, éviter d'acheter des appareils électriques, des appareils sur pied, tout ça, comme il y a dans certaines pharmacies. Ça coûte une fortune. Alors après, oui, il y a des personnes qui ne changent pas leur façon de travailler parce qu'elles considèrent qu'elles ont déjà eu le virus. Mais ça, c'est un peu égoïste quelque part parce qu'on a bien vu tout à l'heure que ce n'était pas uniquement pour nous qu'on fait des choses, c'est aussi beaucoup pour, notre personnel, nos patients aussi, les patients suivants. Bien sûr. Donc, le fait d'être immunisé, entre guillemets, ça ne suffit pas. Je rajoute qu'en plus, Philippe, ça a été bien clair et net, ça a été dit par les syndicats, notre assurance professionnelle, responsabilité civile professionnelle, ne fonctionnera pas si vous avez été mis à défaut sur les barrières de sécurité. Donc, quelqu'un qui volontairement travaille avec le plan de travail encombré, enfin, si on arrive à prouver qu'il a pollué quelqu'un, qu'il a contaminé quelqu'un, il est mal barré. Ça, c'est clair. Lucille est d'accord avec nous. C'est gentil. Merci, Lucille. Merci, Lucille. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions, là, Patrick. OK, bien merci. Donc, les combinaisons, j'enverrai à la SOP, j'enverrai l'adresse par mail à Catherine. OK. Il y en a plusieurs, hein, boîtes, j'en ai vu. Hein. Eux aussi, ils ont essayé de spéculer. Hein. J'ai commencé avec des combinaisons à 3,50 €. D'accord? Elles sont rendues à 5 €. Ouais. Ouais. Bon, après, comme je disais, on n'est pas des gravures de mode. Hein. C'est sûr qu'entre la combinaison et le Versaflo, quand tu arrives, ça jette un froid, mais au moins, ils sont sages. Alors, très bien. Ben, écoutez, merci Philippe, merci Patrick pour vos présentations. Merci d'avoir consacré un peu de votre temps pour ça et beaucoup pour préparer, je crois. Hein, oui, avec plaisir. Mais bon, et donc j'espère qu'on a satisfait aux demandes des gens qui ont participé à cette session de webinaire. Et ben, écoutez, j'espère que vous serez en appétit déjà pour manger ce soir, mais surtout pour revenir nous voir pour cette future journée donc, qui aura lieu en 2021. Merci à tous. Merci Catherine pour avoir organisé tout ça. Oui. Et à bientôt. Merci à vous. Merci à tout le monde. Plutôt en participant, enfin en présentiel, plutôt que par ce moyen de vidéo. Hein. Tout à fait. Voilà. Merci encore. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée à tous.